Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je reçois Héloïse, mais également Martine, ses maladies. Enfin plutôt, sa maladie, le cancer, avec ses différents aspects et ses différentes évolutions. Je suis très heureuse de recevoir Héloïse et d'échanger avec elle sans tabou, en toute intimité, sur son incroyable histoire à mes yeux. Car Martine est une maladie orpheline, où même pas une centaine de personnes sont touchées dans le monde. Lors de cet échange, on parle maladie, accompagnement, soutien, liberté, lâcher-prise et mort, avec humour, joie et tendresse, à l'image d'Héloïse. Belle écoute à vous, accompagnée du dieu de l'orage et de la foudre de temps en temps, lors de cet épisode. Héloïse, bonjour! Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cette interview du podcast Mise en lumière holistique. Bonjour Véro, moi aussi je suis ravie, vraiment. Alors on va commencer. Qui es-tu, Héloïse, en quelques mots? Oula, Héloïse, c'est une femme de 32 ans avec un sacré petit caractère, plutôt produit 100% sudiste, hein, qui a un peu baladé dans la région parisienne, mais plutôt sudiste quand même, qui a été infirmière pendant 12 ans et qui maintenant est en pleine reconversion, toujours dans le soin, mais autrement, Parfait. avec un petit ascendant globe-trotteuse aussi. Ouais, pas mal. On a eu de nombreuses conversations sur ce sujet-là. Parce qu'avec Héloïse, on s'est rencontrés donc l'année dernière, fin de l'année dernière, suite à une formation que nous avons faite toutes les deux. Et bon, ça se matchait quasiment de suite. En plus, sudistes toutes les deux. Donc, c'était parfait. Et c'est vrai que bon, moi, avec ma sclérose en plaques, j'en parle ouvertement très facilement. Et le fait d'en parler, nous avons eu des échanges sur ma maladie et tu as commencé à te découvrir, on va dire ça comme ça, à échanger et à parler au fur et à mesure de ta maladie, de toutes les complications que tu as eues. Et j'ai trouvé ton histoire extraordinaire. Je vais vraiment utiliser ce mot-là. Et j'étais vraiment curieuse d'en savoir un peu plus. Alors, j'avoue que j'ai un petit teasing, j'en connais déjà moi pas mal, mais je trouvais très intéressant d'avoir ton vécu dans ce podcast pour vraiment montrer ta force et ta résilience par rapport à ces événements-là, et surtout pour montrer aux personnes que vivre avec la maladie et voir la maladie autrement, c'est tout à fait possible. Donc du coup, Héloïse, raconte-nous ton histoire. Wow, ça démarre comme ça. Ok. Elle commence à quel Alors, âge ton histoire? alors, mon histoire, elle commence à mes 19 ans. Enfin, vraiment, c'est à mes 19 ans que ça a bloqué. Il n'y avait pas eu trop de signes d'alerte au préalable. Bon, après, je suis un peu obligée de rentrer dans les détails pour expliquer. Vas-y. Mais voilà, hein, la parole est libre, expression libre, comme tu aimes dire. Exactement. Voilà, à 19 ans, je découvrais ma vie et ma vie de femme, ma vie intime. Et en fait, j'avais, chose que je ne fais plus du tout, mais j'avais mis en place des hormones, donc avec un implant dans le bras pour la contraception.
Et à partir du moment où j'ai mis ça, c'était n'importe quoi. J'avais des saignements complètement inopinés. Enfin, c'était limite l'hémorragie. Et il a fallu quelques temps avant que mon gynéco s'inquiète pour que ça se termine aux urgences. Et là, je parle de cette nuit-là parce que ça a été une nuit vraiment de l'enfer pour moi. Donc, on remet dans le contexte. Je débutais l'école d'infirmière, j'avais 19 ans. Donc, ça faisait un an que j'étais en école et je me retrouve la nuit hospitalisée. Clairement, tout le service des urgences me passe dessus, j'ai envie de dire. Ils ne comprenaient pas. D'accord. Ils C'est-à-dire que tu as savaient, vu. donc, parce qu'en fait, ma prise de sang était complètement inadaptée. J'avais comme des cellules un peu cancéreuses, mais il n'y avait pas vraiment de cancer. J'avais un taux d'hormones féminines qui pétait tous les scores. Je leur avais parlé aussi que des fois, j'avais des montées de lait alors que j'étais pas du tout enceinte. Improbable. Et donc, une nuit assez affreuse où, en fait, j'étais la bête de foire et où de infirmière en devenir, je suis passée à patiente et où, clairement, tous les internes venaient et, on va dire, ausculter mon anatomie. Donc, ça a été assez compliqué cette première nuit. Et ça a Effectivement. débuté comme ça. Voilà. Et suite à ça, en fait, je suis tombée sur un médecin incroyable et merveilleux qui s'est dit, c'est bizarre, elle a 19 ans, je comprends rien à ce qui lui arrive. Mais au lieu de dire, bon, sûrement un cancer ou un truc qu'on n'explique pas, mais c'est pas grave, on va chercher. Et On donc, va il y a eu plus d'un approfondir. an de recherche. Mm. Tomber sur la bonne personne. Après avoir été la bête de foire pendant toute une nuit, finalement, il y a une personne qui s'est intéressée à toi. Complètement. Complètement. Alors, je m'excuse 2 secondes, il y a un orage dans ma région. On est beau dans beau être dans le sud. Donc, à tout moment, vous allez entendre du tonnerre. L'univers est avec nous pour ce moment incroyable. Bienvenue dans ma vie. Et ça ne sera pas coupé au montage. Oui, oh, bah, on est 100% nature, hein. Exactement. Petit aparté, on y retourne. Non, et du coup, ouais, bah, cet homme incroyable, vraiment, parce que ce monsieur, c'est un très grand monsieur pour moi et c'est quelqu'un qui représente beaucoup. Pendant un an, a fait énormément de recherches et a jeté une bouteille à la mer en disant à tous ses confrères, donc au niveau national et international, voilà, j'ai une Mondial. fille, elle a ça, 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 ça comme symptôme. Qu'est-ce que c'est? On en fait quoi? Qu'est-ce qui l'intriguait? Vous en avez parlé Ben, ensemble? ouais, ben en fait, ce qui l'a intrigué, déjà, c'était ce trop-plein d'hormones féminines un peu inexpliqué. C'est comme si il y avait deux femmes en une. Ok. Ces effets secondaires où j'avais des cellules assimilées, donc là on rentre dans du complexe, mais quand on a des cancers, on va chercher certains types de cellules. Donc j'avais des cellules qui correspondaient, on va dire, à 90% à des cellules cancéreuses, mais pourtant je n'en déclenchais pas encore. Ok. Donc c'était très très particulier. Donc il a envoyé une bouteille à la mer en disant voilà, moi j'ai quelqu'un qui a ça, ça, ça comme symptôme, je comprends pas. Cette bouteille à la mer, elle a pris effet puisque ça a été au niveau mondial. Et on a eu des réponses par-ci par-là, Pakistan, Irlande, Canada. Les réponses sont venues à nous. Et c'est là où Il, ils ont décidé, il était, dis-moi, pardon, il était spécialisé en quoi? gynécologue. D'accord, ok. Donc tu étais Gynécologue. déjà, voilà, tu étais rentré dans cette catégorie-là. Ok. Ouais, c'est comme ça que ça a débuté. Le début de mon histoire a débuté sur la gynécologie. Voilà, Ça voilà. marche. Ça, c'était Et la donc première à étape. 19 ans, ouais, et puis à 19 ans, on met dans le contexte, hein, on se découvre à peine, enfin, c'est encore, c'est particulier, quoi, quand même. C'est pas quelque chose avec lequel on est forcément à l'aise. Particulier, voire même limite violent, je trouve. Oui, ah bah, clairement, bah, c'est pour ça que je vous parlais de ma première nuit et que je vous expliquais que je découvrais un peu la vie, quoi. C'est que, enfin, à 19 ans, je me découvrais en tant que femme, et là où ça bug, c'est au final à l'endroit même de ma féminité, presque. Mhm. Donc ça a été très particulier. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, suite à cette bouteille à la mer, ils lui ont dit fais-lui un génotype, phénotype. Donc, en fait, c'est la carte d'identité des chromosomes. Donc, en fait, c'est toute une analyse où on va décortiquer chacun des chromosomes. Et ils lui ont dit, en gros, bah, s'il y a une anomalie à tel chromosome, banco, nous aussi, c'est ce qu'on a. Ok. Ok, ça n'a pas loupé, ça a été le cas. Sur un de mes chromosomes, en fait, j'ai une séquence d'ADN. Donc là, ça y est, on rentre dans la science-fiction. Installez-vous bien, confortablement. Qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps, on a une séquence d'ADN qui se répète à l'infini. ABCD, 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 ça fait nos cheveux, ça fait nos yeux, ça fait la couleur de notre peau, ça fait tout, mais c'est toujours la même séquence d'ADN qui se répète, qui Qui se se répète, qui se répète répète. de manière fractale. Exactement. Et moi, bah, il y en a une, forcément, à un moment donné, au lieu de faire ABCD, bah, c'est DCBA. Ok.
Et donc là, c'est à la fois banco, on a trouvé, mais Mais ok, donc, ok. oui, on a avancé, mais en même temps, on a un flou total et limite, on est au bord de la falaise, quoi. Ben, c'est un peu ça, quoi. C'est comme Einstein qui dit que quand il a découvert des choses, finalement, il a compris à quel point il était ignorant. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. On découvre un truc et au final, on fait, bon, bah, c'est que le début, super, c'est génial. Et limite, ils te disent, c'est bon, terrain connu, tu es comme certaines personnes dans ce monde, mais en même temps, l'inconnu, c'est on ne sait pas à quoi ça sert et on ne sait pas ce que ça veut dire. Exactement. Ok. Le jour est pas mieux dit. Et donc, du coup, au milieu, bah, avec cette bouteille lancée à la mer, on a créé à l'époque, donc, du coup, un groupe ensemble. On s'est tous mis ensemble. Et donc, bah, le truc drôle, c'est qu'il a fallu donner un nom à cette maladie. Parce que voilà. Et donc, on s'est pas foulé. On a dit ischio-phagus chromosomique. Donc, en fait, c'est le fait de phagocyter quelque chose qui fait que notre séquence d'ADN est différente. Parce que- Non, pardon. Donc, ça veut dire que cette maladie n'était pas connue. Non. Ok. Vous étiez combien à ce moment-là? Une Vous savez? trentaine, mais ça tourne toujours autour d'une trentaine, cinquantaine. Il y a des nouveaux cas qui apparaissent, Oui. Oui, et il y en a d'autres qui disparaissent qui aussi. disparaissent, oui. D'accord. Pardon, je Voilà. t'ai coupé. Ah non, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs tout le problématique de cette maladie. C'est que nous, notre chance, c'est qu'on a eu des gens qui sont allés très loin dans leur recherche. Parce que les trois quarts du temps, en fait, cette maladie, on la voit pas. Elle se déclare pas forcément, ou en tout cas, elle n'est pas visible de suite. Et quand elle se déclare, c'est entre guillemets déjà trop tard. Trop tard. Ok. Le diagnostic est hyper compliqué. Ou en tout cas, il n'est pas dans nos normes actuelles de diagnosticiens à l'hôpital. C'est surtout peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs différents qui fait que vous rentrez peut-être dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. Complètement. Alors, pardon pour la comparaison, mais on va prendre le cas de l'endométriose, qui, pour Bien certaines sûr. femmes, ça peut être exactement la même chose, c'est-à-dire que selon certains symptômes, le gynéco ou le docteur ne va pas forcément penser de suite à l'endométriose. Complètement. Ils ont pensé à endométriose, ils ont pensé aux ovaires polykystiques, ils ont pensé à tous les trucs gynéco bizarres. Enfin, mais ça rentrait dans aucune case. Ça allait dans toutes et ça rentrait dans aucune en même temps. Et c'est génial, je trouve, l'idée de ce médecin de lancer une bouteille à la mer au Ah niveau oui. international. Enfin, c'est une idée de génie, quoi. C'est une idée de génie et puis c'est surtout que je me suis sentie accompagnée en fait, épaulée. En Ouais. plus à l'époque, voilà, on parlait à ses parents, même à enfin, ses amis. C'est tellement intime que j'avais vachement de mal et là j'avais un repère quoi. C'était vraiment un repère le mot. Et en fait, du coup, pour la maladie, je parlais de phagocité, ischio-phagus chromosomique. En gros, le médecin demande à ma mère, bon, est-ce que vous aviez deux bébés dans le ventre au début? Ma mère, au début, bah non, je sais pas. On remet dans le contexte les échos en 89, hein, donc voilà, c'était pas non plus, c'était bien, hein, c'était franchement très bien, mais voilà. Il Et y en en fait, avait. en recherchant, un jour, ma mère qui me fait, mais si, mais en fait, je crois et tout. Puis elle retrouve sa première écho. Et en effet, il y avait eu un doute à la première écho. Mais comme après, elle avait eu des saignements et qu'il n'y avait pas de suite et que j'ai toujours été toute seule, elle n'a pas paniqué, quoi. Pour elle, j'étais toujours seule. Ok. Et là, le médecin, il fait banco parce qu'en fait, il voulait confirmer que j'étais dans la même situation que les autres filles. Et en gros, c'est banco. Je vous la fais courte, mais en gros, elle a bouffé sa jumelle. Alors, J'avais des... dit comme ça, non, dit comme ça peut paraître violent. Alors, on va expliquer après juste un petit peu plus tard parce qu'on en avait parlé toutes les deux. Parce qu'effectivement, au niveau développement personnel, c'est ce qu'on va appeler des jumeaux cellulaires et on avait échangé. Et c'est vrai que c'est un sujet auquel j'ai jamais abordé, même sur les réseaux sociaux, cette symbolique-là, qui est assez particulière. Et là, toi, tu es vraiment un cas concret et j'ai trouvé ça tellement fascinant, pardon, hein, mais tu le sais, d'avoir vraiment ce type de cas et vraiment, enfin, je trouve ça extraordinaire, je répète. Ça signifie, ouais, non, non, mais parce que je trouve ça fascinant. Donc tu me confirmes que finalement, les autres personnes dans le monde, donc la trentaine que vous êtes, ont exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la base une gémellité qui n'a pas été du coup bah, jusqu'au bout, Ouais, jusqu'à l'accouchement, enfin que la grossesse ne s'est pas déroulée de manière gémellaire, et que ça signifie donc qu'il y a un des deux fœtus qui aurait
on va dire entre guillemets, manger l'autre. Enfin, quoique, entre Ouais, guillemets, on va enlever le guillemet, hein, c'est qu'effectivement, il a mangé l'autre. c'est ça. Ça s'appelle du coup, en niveau scientifique moins violent, phagocité. En fait, en gros, pour l'expliquer de façon très simple, le corps a estimé que cette jumelle n'était pas viable. Mhm. En fait, l'atteinte qu'on a au niveau chromosomique, c'est une atteinte qui atteint que les femmes, celle-ci. D'accord? Donc, c'est pour ça que je parle au féminin. Et donc, en fait, c'est forcément une jumelle. On l'a mangée, enfin, on l'a phagocytée, mangée, Oui, et parce qu'elle ça fait n'était pas barbare. viable. Et donc, du coup, exactement. Et donc, du coup, on l'a absorbée. Et en fait, cette conséquence, c'est qu'on a une partie de son ADN à elle en nous. Et c'est là toute la problématique, en fait, de cette maladie. C'est qu'au final, le côté de phagocyter un jumeau ou une jumelle pas viable, c'est possible dans mille autres conditions finalement. On n'est pas les seuls. Exactement. On a cette conséquence, mais on n'est clairement pas les seuls. Mais le truc de cette maladie, c'est qu'en fait, comme on a une séquence d'ADN qui est modifiée finalement, et ben, si les gens ont lu un peu ont regardé, entendu tes podcasts sur le cancer, c'est quoi? C'est une cellule qui se modifie, soit par son environnement, soit par mille choses. Et nous, en fait, c'est ça qui se passe. C'est comme on a une cellule, enfin une séquence d'ADN qui n'est pas la même, et donc du Mm. coup, on va créer des cellules avec cette séquence d'ADN. Notre corps, malgré tout, comme c'est une séquence d'ADN qui est récessive, qui est faible, Oui. ne reconnaît pas ces cellules avec ça, et donc en fait, il nous crée cancer sur cancer. Et tu vas, en fait, c'est comme si tu t'attaquais. Exactement. Et le propre de cette maladie, en fait, c'est que les trois quarts du temps, on passe complètement à côté. C'est une maladie où il y en a beaucoup qui ont eu des cancers infantiles et où, en fait, ben, Alors, ils arrivent, les gens, ont un cancer. Donc, du alors coup, on qu'ils peut étaient pas voir adultes. ça. Bien sûr. D'accord. Non, pas forcément, pas des cancers infantiles. C'est-à-dire, c'est pas ça, par contre. Je me suis mal exprimée. Mais Pardon. des gens qui, à 16 ans, ont un cancer. Ok. En fait, potentiellement, elles avaient ça, les filles. Mais c'est juste que comme elles sont arrivées en mode cancer, on n'est pas allé chercher plus loin. On a Oui. vu cancer. Donc, elle a un cancer à 16 ans, pas de bol. Alors que toi, allez, je vais te dire, la chance que tu avais à 19 ans, c'est que finalement, le cancer s'était pas encore développé à ce moment-là. Ouais, Et il y avait quand même une problématique, mais qui n'était pas cachée derrière le cancer. exactement. Et c'est ça qui a été dans mon malheur, même de mettre cet implant hormonal dans mon bras. Bah, finalement, merci, j'ai eu la meilleure idée du monde parce que ça a permis de révéler tout ça. Mhm. Sinon, je serais passée complètement à côté et Oui. j'aurais eu un cancer et on m'aurait dit, ah, allez, c'est bon, terminé, bonsoir, soins palliatifs, on peut pas la sauver. Et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et tu serais toujours pas rentré dans les cases, mais bon, il serait pas allé peut-être chercher un peu plus loin. Juste en aparté, on va parler par rapport justement à la gémellité, aux jumeaux cellulaires, Mhm. pour que les gens comprennent bien. Alors, je vais faire de tête parce que j'avoue que j'ai pas préparé là pour le podcast, j'en suis désolée. Mais on avait échangé par rapport à ça. Donc, c'est vrai que de mémoire, donc 40% à peu près des grossesses sont gémellaires dès le départ, mais que seulement 10% arrivent à terme. Et quand on s'intéresse un peu plus et qu'on approfondit au niveau du développement personnel, donc là, moi, je vous parle de faits avérés scientifiques, on va dire ça comme ça, donc les 40%, mais au niveau énergétique, le chiffre serait bien plus important. Je crois que j'avais lu de mémoire qu'énergétiquement parlant, on a à peu près 80, voire 90% des grossesses qui sont dites gémellaires, mais au niveau cellulaire et qu'elles n'arrivent pas à terme. Et très souvent, et moi c'est le cas, alors déjà moi en tant que mon propre exemple, mais je ne l'ai pas développé de la même manière que toi, et pour le voir également en soins énergétiques, effectivement, il peut arriver de tomber sur des personnes où il y a une trace encore énergétiquement parlant, d'accord, d'un jumeau, un jumeau ou une jumelle. Voilà. Donc peut-être qu'un jour j'en parlerai un peu plus mieux déjà et de manière beaucoup plus concrète, pardon. Mais voilà, c'est un sujet effectivement qui existe et j'avoue que c'est pour ça que moi ça m'a fasciné d'en parler avec toi parce que je me suis dit je trouve chouette et très intéressant que justement des scientifiques croient à cette théorie en fait.
de... Bah, c'est surtout que là, ils n'ont pas eu le choix, quoi. Il y avait Ouais, une séquence aérienne qui le confirmait. Donc, bah, c'était parfait, ils avaient une preuve. Mais c'est vrai qu'après, ils ont poussé. Et ils sont allés plus loin que ça. mais C'est c'est ça ça. qui est chouette. Ah, bah, ça a été chouette et ça a été incroyable. Et vraiment, dans mon parcours médical, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses. Vraiment. Donc, Vraiment. concrètement, ça signifie que tu as développé plusieurs cancers 5 en tout, différents. en continu ou en même temps? Non, oh, bah non, Ah une bah année flippant. un, une année l'autre. Bah non, bah attends. On est là pour s'éclater ou pas, les gars? Ouais. Et c'est là toute la folie de cette pathologie. Et pour la petite histoire, j'ai démarré ma carrière d'infirmière en oncologie, en cancéro. Tu es sadique avec toi-même. Oui, bah écoute, je me suis fait un petit kiff, voilà, voilà. Le premier cancer développé, tu l'as développé combien de temps après, à quel âge? Puisque la découverte Euh, s'est faite à 19 ans. non, je l'ai développé, j'ai eu des prémices, on va dire, sur les coups de 22-23. Ok. Et vraiment officialisé, ouais, ça a été sur les 23 ans, 24 ans, puisque j'étais en oncologie, dermatologie. Et l'histoire fait tellement bien les choses. Le premier cancer que j'ai développé, c'est un mélanome, cancer de peau. Ok. L'avantage, j'ai envie de dire, par rapport à ta maladie, c'est finalement qu'ils savaient à quoi s'attendre par rapport à justement les autres personnes dans le monde. Ouais, mais ça a été vraiment l'avantage. J'étais surveillée comme le lait sur le feu. J'avais énormément de surveillance. Et en plus, suite à cette bouteille à la mer, donc une fois qu'on a trouvé, le but a été d'expérimenter des traitements. Donc à l'époque, j'étais vraiment un petit chat apeuré qui était prêt à tout, quoi. Et donc, à l'époque, ce qui se faisait beaucoup, c'était des traitements hormonaux pour réguler, en Ok. fait, ce trop-plein d'hormones féminines. Et donc, pendant pas mal de temps, j'avais une injection toutes les semaines dans le ventre hormonale qui était faite par le service des chimiothérapies. Et je m'injectais toutes les semaines ces hormones pour me réguler, retrouver un cycle féminin adapté, parce que ce trop-plein d'hormones féminines pouvait à terme être dangereux. Et du coup, essayer de réguler ça et en espérant derrière, du coup, diminuer la proportion des cancers. Donc, comment dire, ce qui pouvait te faire peur, c'est que finalement, tu savais à quoi t'attendre. Ils m'ont clairement dit, de toute façon, tu vas déclencher cancer sur cancer, au vu de ton âge, au vu de tout ce qui se passe. Ah oui, et puis en plus, tu vas sûrement être stérile. Ça, c'est une aparté que je vous expliquerai. On ne donne pas une espérance de vie au-delà de 30 ans. On m'a annoncé ça, j'avais 20 ans. C'est violent. Voilà, je le dis avec le sourire, mais à Oui, l'époque, je ne voyais pas trop. Ouais. Ben, à l'époque, tu te prends ça dans la gueule et là, tu fais, OK, bon, super. ben, voilà, voilà. Donc, je crois que ma première réaction, c'est je vais aller boire un coup avec mes potes là, parce que faut que je Je digère vais, le truc. ouais, voilà, je vais digérer l'information. C'est ça, puis en plus, t'es infirmière, enfin, j'étais dans les études d'infirmière, et donc, ben, je commençais à bien comprendre aussi toutes Oui, ces c'est ça. choses-là. Déjà, quand t'es pas dans le milieu, tu te dis ça pue, mais alors quand t'es dans le milieu, tu fais, oh nom de Dieu. Effectivement. Et à chaque Ouais. fois, donc, tu déclenches un cancer, on te donne un traitement. Comment ça se passe? Je présume qu'à chaque fois, le cancer est, je connais même pas le terme, tiens d'ailleurs, enfin, Traité. est soigné, traité? Alors oui, alors il y a deux choses. La première chose sur le truc de la stérilité, en fait, ça j'en parle parce que c'est quand même important et ça a été aussi beaucoup dans ma construction, c'est que en fait, je vous expliquais au début que ça a été compliqué, ma féminité, tout ce que je vous ai parlé au début, c'est qu'en fait, à chaque rapport, ma muqueuse utérine ne se remettait pas comme il fallait. Donc au rapport suivant, donc là on rentre vraiment dans quelque chose de très intime, hein. Au rapport suivant, bah, la personne, malgré elle, mais sans le savoir, me détruisait cette muqueuse, donc ça saignait beaucoup. D'où, je sais pas si vous vous souvenez au début, des saignements à répétition, on comprenait pas pourquoi. Donc, Donc tu en fait, mon finis corps comprenait aux que urgences. bah, j'avais mes règles, et donc en fait, il envoyait mes ovules. Ok, Fait ou pas fait, il envoyait mes ovules. d'accord. Alors, les femmes ont un stock d'ovules. C'est pas comme les hommes, hein, qui sont en illimité. Nous, on a un stock d'ovules prédéfini.
Et donc, moi, j'ai clairement niqué mon stock d'ovules, Ouais. qu'on se le dise. Tu l'as Et donc, consommé. du coup, exactement. Et donc, du coup, à 20 ans, on m'a aussi annoncé ça. On m'a dit, tu seras sûrement ménopausée entre tes 25 et 28 ans. Donc, en plus de ce parcours cancer, j'ai eu tout un parcours. Bon, bah, est-ce que je congèle ou pas mes ovules? Ouais, mais non, de toute façon, en fait, tu vas mourir à 30 ans, donc concrètement, tu vas pas faire d'enfant. Waouh. Des choses comme ça. Donc, tu fais le deuil de ta vie au-delà de 30 ans et tu fais le deuil des enfants. Ok, à 20 ans, ça me perturbait pas plus que ça. J'étais pas en mode je vais être maman. Mais dans Oui. ta construction de femme, tu dis, donc, déjà, enfant, c'est mort. Oui, bon, bah, 30 ans, À 30 bah, ans, c'est mort aussi. voilà, il me reste 10 ans. Et puis le dernier petit bonus qu'on aime bien, je vous ai raconté ces hormones que j'ai prises pendant des années. Toutes les femmes sont porteuses de testostérone. D'ailleurs, Mhm. quand on a nos règles, c'est le moment où on a plus de testostérone, hein, avis aux hommes. Le message est passé. Voilà. Donc du coup, moi j'en avais, mais j'avais tellement d'hormones féminines que voilà. Donc pour réguler, ils m'ont aussi réinjecté pas mal de testostérone, mais à la hauteur de mon trop-plein d'hormones féminines. C'était pour créer un équilibre. Pour compenser, tout à fait. Exactement. Je vous passe les détails où j'ai paniqué, où j'ai dit, mais du coup, il y a un truc qui va me pousser entre les jambes. Comment ça se passe? Enfin, voilà. Après, j'utilise beaucoup l'humour. Ça a été mon arme aussi pendant très longtemps. Mais je me suis vraiment posé ces questions. Je suis là, attendez, il va se passer quoi, là, ma voix et tout. Oui, c'est ça. Bon. Et ce qui s'est passé, donc là, c'est pareil, hein, je rentre dans l'intime, hein, je me délivre à 100%, hein, attention, hein. Et je t'en remercie. Non, non, mais c'est avec plaisir. Mais le souci, donc, ça a été que malgré ces hormones qui m'ont régulé et tout, premier truc, je prends énormément de poids d'un coup. J'ai toujours été ronde, mais voilà. Donc, l'image de soi perturbée, t'as 20 ans, bref, je te passe les détails. La femme, l'image de la femme est vraiment Oh oui, bah, on les détruite, scanne. quoi. On les scanne complètement. Et par-dessus ça, des poils qui commencent à pousser. Menton, dos, ventre. Super. Elle est cool, la testostérone. Ah non, mais en même temps, après, quand tu réfléchis, c'est totalement logique. Oui, oui. Mais sur le coup, bah, je peux t'assurer que la première fois que je suis allée chez l'esthéticienne, bah, tu rentres chez l'esthéticienne, tu arrives, tu dis oui, bonjour, je voudrais une épilation du maillot et cuisses. Et puis quand tu rentres dans la salle, tu es déshabillée entièrement. Et bah, la première fois, j'étais en pleurs. Et je lui dis, je suis un monstre, faut me faire le dos et le ventre. Et le premier mot qui est venu, c'est je suis un monstre. Et pendant Ouais. très longtemps, je l'ai pensé. Voilà. L'image de soi, effectivement, en prend un coup dans ces cas-là. C'est ça. Donc, on a un peu digressé, mais c'était important aussi de parler de ce contexte-là. Et donc, après, pour les cancers, revenons-y. En fait, merci d'être infirmière, Héloïse, et du coup, d'avoir un tel suivi. J'avais des check-ups très, très réguliers. Du fait de ces hormones qu'on m'injectait constamment, j'avais beaucoup de surveillance associée. Donc, on me faisait des prises de sang et dès qu'on voyait qu'il y avait des cellules cancéreuses, hop, allez, on me faisait tout, on checkait tout. Est-ce que c'est possible d'enlever tati, tata? Et donc, les trois quarts du temps, on me l'enlevait juste ah, de façon chirurgicale. Chirurgicale. Voilà, donc mon premier mélanome, on me l'a juste enlevé, il n'y a pas eu de suite, mais en fait, ça revenait très rapidement. Mais les premiers temps, c'était vraiment au côté très, on enlevait avec la chirurgie, quoi. Les docteurs échangeaient au niveau international entre eux par rapport à justement Énormément. chaque cas, ils se donnaient des conseils les uns avec les autres? Énormément. Énormément. Et nous, en fait, les Français, on s'est énormément liés avec le Canada. Le Canada a une grosse partie. Enfin, c'est très important dans mon histoire, puisque du coup, une des personnes atteintes de ma maladie était canadienne et ça a été pour moi comme un mentor. C'était un peu l'une des seules personnes qui me comprenait dans ce monde, quoi. Mhm. Et en fait, les médecins se sont vraiment liés et derrière, il y a eu tout un process de recherche ensemble. Il s'est vraiment passé pas mal de choses. Quel soutien tu as eu tout au long de ce processus? Eh bien, mon erreur, mais c'est comme ça que je l'ai fait, c'est qu'au début, je cachais beaucoup. J'en parlais très peu. Et Même, quand j'en parlais, je lâchais ça comme une bombe. Et après, c'était à mes potes, démerdez-vous. d'accord, même à ton entourage et à tes amis. T'en parlais pas. Énormément de personnes de ma famille n'en ont jamais été au courant. Ils l'ont su que tardivement, quand on est arrivé à un stade où ça allait vraiment plus. D'accord. Mais bon, mes parents étaient au courant, pas le choix. Mon frère aussi, mais je le protégeais beaucoup. Et mes amis, on va dire que mon soutien, ça a plus été mes amis, mais c'était très compliqué pour moi d'en parler. J'en parlais peu. Quand j'en parlais, c'était d'un coup, d'un bloc, et les pauvres, ils réceptionnaient ça, ils savaient plus quoi dire, quoi faire.
Et donc, ouais, j'avais peu de soutien, mais je me le suis choisi là pour le coup. Ça a été, c'est pas une erreur, mais j'ai réagi avec ce que j'avais à l'époque, quoi. Et dans quel état d'esprit, justement, tu étais à l'époque? Tu étais en mode défaitiste, j'en ai rien à faire, je sais que je vais mourir, ou au contraire, je vais au combat et chaque fois que j'aurai une nouvelle problématique, un cancer, je sais de toute façon que je vais le vaincre. Donc, dans quel état d'esprit une jeune femme de 20 ans ou 25 ans est à ce moment-là? Jamais défaitiste. Quand ils m'ont tout annoncé, à chaque fois, c'était genre, ok, bon. Mais en même temps, en soi, je suis censée vivre au moins jusqu'à 30 ans. Bon, on va faire en sorte que ça se passe bien. J'ai toujours eu ce truc, alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais vraiment de ben, feu, quoi, on y va. Ouais. J'étais pas forcément dans je vais vaincre les cancers, mais j'étais en mode je vais pas le laisser faire quand même. C'est oh, je vais pas me laisser faire. Et j'ai toujours eu ce truc et même jusqu'à l'extrême, puisque ben, j'ai fait mon fameux tour du monde, alors qu'à l'époque, je faisais des injections toutes les semaines. Donc ça a été aussi une autre paire de manches, une sacrée aventure dans ma vie. Tu en parles de ce tour du monde? Ah, mais bien sûr. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais 20... J'ai toujours dit, quand j'étais petite, c'est simple. À 3 ans, j'ai fait un dessin à ma mère où tu as un globe, moi dessiné avec 3 traits, en mode un jour, je ferai un tour du monde. C'était le rêve de ma vie. Ancré dans tes cellules. Exactement. Et vers 24-25 ans, donc ça faisait quelques temps que j'étais infirmière, j'avais dit en arrivant dans le service, de toute façon, un jour je partirai, je serai infirmière autour du monde. Donc tout le monde le savait, mais je faisais pas. Et puis bon, bah 24-25 ans, tu dis, les gars, il reste plus que 5 ans. Ouais, c'est Enfin, ça. Tu faisais les voilà. calculs. Voilà, c'est ça, tu vois, j'étais pas très bonne en maths, mais quand même. Et donc là, bah, un jour, j'ai débarqué, je fais à mon médecin, puisqu'en plus c'était stabilisé avec mes hormones, on avait une forme de routine, ça allait à peu près. Bon, il y avait un cancer qui se déclenchait, on gérait, et puis basta. Une forme de routine, voilà. Ouais, mais c'était déjà pas mal quand même comme routine. C'est déjà pas mal, mais après, c'est ce que je dis, moi, c'était devenu ma normalité. Ouais. Oui, oui, non, mais Donc, quand je dis pas mal, c'est que justement, vous arriviez à, dès qu'il y avait un problème, hop, il y avait la solution, quoi. Il n'y avait exactement, pas on était très d'inconnu. efficace. Très efficace. Et puis après, bah, le fait d'être infirmière m'aidait vachement, c'est-à-dire que j'étais à l'affût de tous mes signes, quoi. Ouais, Le moindre truc qui buguait, tu t'écoutais. sans être hypochondriaque, hein, pas du tout, mais Oui, c'était en tout à mode, fait. ok, là, ça va pas. Feu. Donc, Mhm. c'était plutôt pratique. Et donc, un jour, j'arrive, je lui dis, bon, je vais garder son anonymat, mais je fais, bon, ben voilà, je veux faire mon tour du monde. Et ouais, elle me fait, mais Loïs, c'est pas possible, t'as des injections toutes les semaines. Ben justement, on va se débrouiller et vous allez trouver quelque chose pour que je puisse faire mon tour du monde. Mais Héloïse, c'est pas possible. Je dis, bah, si, si, je vous dis que c'est possible. Tu lances le défi. Ah ben je l'ai rongé et je lui dis, écoutez, vu ce que vous avez été capable de gérer là, c'est pas un petit tour du monde qui va vous faire peur. Il me fait, mais tes injections, Héloïse. Je fais, bah écoutez, en psychiatrie, en fait en psychiatrie, il y a des patients, on fait ce qu'on appelle des injections retard. Pour leur traitement, c'est des patients qui sont compliqués à stabiliser, qui n'arrivent pas à prendre leur traitement quotidiennement. Donc on leur fait une injection de traitement qui dure 3 ou 4 mois. Donc je lui explique ça, je lui dis, pourquoi ce serait pas possible avec moi et mes hormones? Pas faux. Bon argument. Ah, mais très concrète, hein. Et Ouais, là, ouais. il me dit, bah, parce que c'est des traitements hormonaux, Héloïse. Donc, les hormones, c'est pas pareil. Je dis, bah, débrouillez-vous, vous êtes un grand médecin, donc débrouillez-vous. Et c'est Adaptez-vous là à où, moi. exactement, et c'est là où, avec le Canada, ils ont continué à se lier, tout ça, parce que du coup, la personne dont j'étais très proche, suivie au Canada, avait eu un peu un même système comme moi, et comme moi, elle avait un peu bousculé les codes. Donc, au Canada, ils ont dit, non, mais feu, nous, on est OK pour les recherches, mais en même temps, on peut l'entendre, quoi. Donc, Génial. ça a été plus d'1 année de recherche avec des petits hauts, des petits bas, où on a testé des injections qui n'ont pas trop fonctionné. Donc, je fais ce qu'on appelle une hépatite médicamenteuse, c'est-à-dire que ton foie ne tolère pas le Ouais. traitement. Donc, tu deviens toute jeune, et je m'en étais pas rendu compte. Enfin, je m'en étais pas rendu compte. Je me voilais un peu la face. C'est une fois une collègue qui me fait, une collègue de boulot qui me dit, les cheveux, ton fond de teint, il est un peu jeune. Oui, bon, bah, en fait, j'étais juste en hépatite, quoi. Tout va bien. Un peu Après, j'ai fait ce qu'on appelle une chute des lignées sanguines, donc c'est-à-dire que tous les globules blancs, globules rouges, tout descend. Donc ça, compliqué. c'est un des symptômes de la leucémie, par exemple. Ton système Donc on s'est dit, oh immunitaire. purée, on va faire une leucémie. Ça n'a pas été fou, les recherches, ces traitements. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les médecins ne se sont pas ennuyés avec toi. C'est bien. Ils ont vu tous les.
toutes les pathologies possibles et inimaginables sur la même personne. J'avais pour mission qu'ils révisent leur cours. C'est tout. Et donc, du coup, ben, il s'est passé ça. Et au bout d'un moment, banco, une injection fonctionne. Sauf Génial. que c'était que le début. Parce qu'on a trouvé une injection qui fonctionne, donc une injection qui fonctionne sur 3 4 mois, super. Mais il fallait trouver à l'étranger, parce que tour du monde, tu t'imagines, la meuf, elle est avec son sac à dos, elle change toutes les semaines d'endroit. Ah non, non, moi, c'était pas possible. Il fallait que j'ai des hôpitaux de référence dans les pays pour qu'ils puissent me faire l'injection, puisque l'injection, ça reste des hormones, donc pas transportable par avion par rapport aux Ok, températures, tout ça. Enfin bon, mon médecin te l'expliquerait mieux. Donc, il fallait qu'un hôpital accepte de récupérer la formule magique, de me faire mon traitement, le fabrique voilà, et que moi, j'ai du coup un hôpital source pendant mon tour du monde ou plusieurs hôpitaux selon où j'évoluais et que tu pour sois là. pouvoir y Ouais. aller. Et au cas où, si ça continuait de déconner, parce que c'était le cas aussi, Mhm. voire être opéré. Parce que aussi, mon tour du monde a un peu été motivé parce que de un cancer, je commençais à en faire deux et ça commençait à s'activer sévère, là, les cancers. Ça D'accord. commençait à tirer. Il n'y avait Donc, pas de c'est pour ça phase de que- pause en fait. c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, eh, les gars, je vais être un peu brute, hein, c'est ma façon de parler, mais j'ai dit, à crever, autant que je finisse mes jours comme j'ai envie à faire mon tour du monde. Et qui est totalement compréhensible. Voilà. Oui, donc il y Et, avait une logistique derrière quand même qui n'était pas anodine. C'était pas ah, mais de simplement je prends ma piqûre, mon sac à dos et je me démerde, quoi. toute façon, on m'a clairement dit, tout le monde m'a prise pour une folle et on m'a dit, c'est impossible. Bah, c'était la solution de facilité, on va pas se mentir. Voilà. Et moi, j'ai répondu, impossible n'est pas Héloïse. Je fais, de toute façon, j'ai une maladie que personne n'a et qu'on comprend rien. Vous n'allez pas m'empêcher de faire mon tour du monde. Non, mais c'est génial de ne pas avoir lâché, justement. Mais c'était une envie profonde. Enfin, quand Ouais. déjà, dès 3 ans, tu es en train de dessiner des planisphères. Oui, oui, et puis et je pense aussi que par ta volonté, par cette envie vraiment, bah, comme je disais tout à l'heure, ancrée dans tes cellules, bah, tu t'as motivé toutes les équipes, tu leur as permis, je pense sincèrement, de bien progresser également au niveau recherche. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que toi, tu as pu réaliser ton projet, ton rêve depuis toute petite, et finalement, eux, ça leur a permis peut-être d'accélérer le processus vis-à-vis de cette maladie dans leur recherche et de comprendre peut-être un peu mieux également. Ah, mais complètement, complètement. Et puis, mais après, je leur en suis très reconnaissante aussi parce que ben, ils m'ont suivi quand même, hein. Ils l'ont fait. C'est Et, chouette. et on va pas se mentir, les 3 quarts des labos qui ont bossé sur nos cas, puisqu'on est plusieurs, c'était des labos privés. Moi, j'ai mes médecins qui ont financé eux-mêmes les recherches, hein, clairement. Waouh. Après, ils y perdent pas dans le sens où derrière, selon ce qu'ils trouvent, il y a Oui, toute une renommée, il y a plein de choses derrière. Mais dans les faits, ils ont pris ce temps-là. Moi, financièrement, je pouvais pas hein, ouais, investir ouais. dans ces recherches. C'est des mécènes et Des des fonds privés, gens. ouais. Ah ouais, ouais. Et je remercie ces personnes. Donc, Héloïse part avec son sac à dos. Ouais. Et donc, le choix se porte. On hésitait évidemment entre Canada et Nouvelle-Zélande. À la base, c'était parti sur. Enfin, même pas Nouvelle-Zélande. À la base, c'était parti sur Canada, évidemment. L'histoire faisait que. Par Sauf que rapport à la ton France, mentor. avec les papiers et tout ça, ça a été une belle galère. Donc, ça m'a gonflé. Et donc, du coup, j'ai dit à mon médecin, bah, je vais partir à l'autre bout du monde, dans un pays que je connais pas du tout et où je parle pas la langue. Il me fait, oui, mais alors, s'il te plaît, un pays où, quand même, au niveau des hôpitaux. Donc, en gros, ça se jugeait entre Australie et Nouvelle-Zélande. Mais à l'époque, tout Ok. le monde allait en Australie, ça me gonflait. Donc, j'ai fait Nouvelle-Zélande. Non, alors, vous aurez peut-être bien compris depuis le départ quand même qu'Héloïse n'aime pas faire comme tout le monde. Même jusqu'au bout, et même jusque dans sa maladie, et même jusque dans son voyage. Exactement. Bon, après, la Nouvelle-Zélande, quand même, ça a commencé déjà à titiller pas mal de personnes. Mais c'est vrai que c'était un pays, pour le coup, c'était vraiment l'inconnu. Je n'avais strictement personne là-bas que je connaissais. Personne, personne, personne. Je parlais pas du tout anglais à l'époque, donc c'était ce que je voulais. J'en avais besoin. Mhm. Et donc là, ça a été le début d'une aventure incroyable. Comment tu es physiquement par rapport à la maladie à ce moment-là? C'est OK? C'est mis en Les stand-by? cancers étaient gérés. Les cancers étaient en stand-by, OK. c'était géré. J'étais très, très, très ronde. Ouais. Et très épuisée, mais c'était moral. J'avais une fatigue mentale et une charge mentale en lien aussi avec mon travail d'infirmière, où là, ça devenait de plus en plus compliqué d'être infirmière en service d'oncologie et d'accompagner les gens en fin de vie, quand toi-même, Oui. ta vie est en train aussi de... De Donc, partir, je ouais. suis partie à l'autre bout du monde et j'ai dit, là, j'arrête infirmière.
pour l'instant, je ne sais pas si j'y retourne. Ok. Donc, te voilà débarqué en Nouvelle-Zélande. Ouais. Les hôpitaux jouent le jeu. Les hôpitaux jouent le jeu et au summum de mon bonheur, puisque vraiment la Nouvelle-Zélande, ça reste quelque chose d'assez incroyable. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Ça a énormément libéré ma parole. J'ai pas eu le choix, hein. Là, je vivais en communauté, donc j'étais obligée d'expliquer pourquoi je m'épilais le menton, des choses comme ça. Expliquer, sachant qu'à l'époque, je parlais pas anglais, c'était funky au début. Donc voilà, mais bon, pas le choix. Et en fait, moi qui avais, pas que je dramatisais ma maladie, mais j'en avais honte, là, j'ai dû en parler et les gens, ils se disaient, ouais, ok, c'est cool, t'es malade. Et alors, on s'en fout. En fait, moi, la pire chose qu'on pouvait me faire, c'était la pitié. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune pitié, que c'était ok. Et qu'en fait, c'était déjà le cas pour mes amis. Mais c'est moi qui les surprotégeais de quelque Mhm. chose et qui me surprotégeais de quelque chose, alors que ça n'avait pas lieu. Donc, ça m'a décomplexée. J'ai perdu vachement de poids. J'ai pas du tout bossé en tant qu'infirmière. J'ai bossé en cuisine. Et j'étais la plus heureuse du monde. Mais malgré tout, au summum de mon bonheur, il a fallu être opérée au niveau gynécologique. J'ai quand même été opérée là-bas. D'accord. Il y a quand même un cancer qui s'est déclenché au niveau gynéco En Nouvelle-Zélande. en Nouvelle-Zélande. Mais ils ont très bien Malgré, géré. J'ai été voilà. opérée. Et malgré le traitement que tu suivais à l'hôpital. Alors après, c'était juste une injection Ouais. hormonale, mais voilà. Et sachant qu'avant le départ en Nouvelle-Zélande, il m'avait prévenu, il m'avait dit, bon, là, tu rentres dans les années où normalement tu vas aussi être ménopausée et les cancers vont continuer, quoi. Je savais qu'en partant en Nouvelle-Zélande, je ne savais pas comment j'allais revenir. Ok. Et donc, même eux, là-bas, ils ont découvert finalement ta maladie parce que, il n'y avait peut-être pas de cas à ce moment-là comme toi. En Nouvelle-Zélande, en tout cas, il n'y a pas eu de cas déclarés. Ok. D'accord. Donc, Mm. opération en Nouvelle-Zélande, tout se passe bien. Ouais, nickel. Et tu décides de rentrer ou tu restes encore là-bas? Pas du tout. J'en profite pour aller à Hawaï, j'en profite pour aller en Australie. Quitte à mourir 2 ans après, hein. Voilà, Hawaï, Nouvelle-Zélande, c'est pas si loin, alors que Montpellier ou Paris, Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, Nouvelle-Zélande, Hawaï, c'est beaucoup plus compliqué. Donc non, je profite, je suis vraiment dans l'instant présent pour le coup. Génial. Je suis vraiment dans le, on vit, ok, tu veux voyager, bah on y va. Tu veux aller où? Hawaï, feu, Australie, mais bien sûr. Et entre-temps, une copine m'appelle, me dit, je suis enceinte. Elle bossait en Nouvelle-Calédonie, infirmière. Elle me dit, bon, bah, t'es pas loin en Nouvelle-Zélande, c'est 4 heures d'avion. Est-ce que tu serais chaude pour faire mon remplacement? Et là, je me dis, ah, quand même, ce métier d'infirmière, il me manque, Mhm. malgré tout. Donc, je me dis, ok, feu, j'y vais. Et donc, je vais en Nouvelle-Calédo et je retombe dans le milieu médical. Et je me dis, ah, ça me manque quand même. Donc, je fais Retourner. son remplacement. Par contre, du coup, mon hôpital de référence était toujours en Nouvelle-Zélande, pas en Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, d'accord. Et en fait, c'est vrai que là, ça a commencé à devenir un peu complexe, la gestion, les traitements, les machins. Et le mélanome revenait, refaisait surface, le cancer de peau. Ok. Entre-temps, en plus, j'avais rencontré quelqu'un. J'ai dit, bon, allez, là, c'est peut-être quand même le temps que je rentre en France. Ça faisait 2 ans que j'étais partie, que j'avais pas revu ma D'accord. famille, mes amis. Je me suis dit, il serait peut-être temps quand même de retourner vers les tiens. Donc, retour en France. Retour en France, pas dans mon sud. Je suis la personne que j'avais rencontrée. Donc, je vais plutôt pas très loin de la Bretagne. Voilà. Et bon, pendant 2 ans, je reste dans cette région et nouveau petit rebondissement dans la maladie. J'ai toujours mes règles. Alors que tu es censé être en phase de ménopause. Et, ouais. Et Ok. même moi, je dis au médecin, mes règles, elles sont modifiées. Donc après, quand je suis rentrée, mon suivi se passait toujours dans le sud, hein, pas dans le Oui, nord, oui. donc dès les allers-retours. Et il me dit, en effet, on fait des tests. Et là, il me dit, bon, Héloïse, assieds-toi. Je dis, oh, purée, qu'est-ce qui se passe encore? Il me dit, tu vois tous ces traitements hormonaux que tu as eu pendant plein d'années? Oui. Alors, tu me croiras ou pas, mais je te jure que c'est possible, hein. Oh, bah, au vu de tout ce que tu venais de vivre, t'étais plus à une chose près, quoi. Voilà. Il me dit, bon, ben écoute, t'as bientôt, enfin voilà, hein, tu approches tes 30 ans, tu es en train de faire une deuxième puberté. Tout est normal. Et là, je fais, pardon? Il me dit, bah, ces traitements hormonaux que tu as eu pendant tant d'années, tu les as tellement bien assimilés que ton corps a fait comme un nouveau cycle. Donc là, tu es en pleine puberté, Héloïse, à 27, 28 ans. Je fais, c'est-à-dire, je vais avoir des boutons d'acné, comment ça se Oui, passe? tu t'es revu d'un seul coup 15 Voilà. ans avant, quoi. C'est ça, je vais avoir les seins qui vont pousser, super. J'étais là, bon.
Et il me dit, alors, c'est très positif, mais ça peut aussi être très négatif. Ah, il était là, le Kinder. Super. Il me dit, bah, c'est simple. Donc là, tu as des ovules, mais des ovules avec ta séquence d'ADN modifiée. OK. Plus les hormones, plus tout ça. Enfin, des ovules complètement différents. Ouais. Il dit, non, c'est simple. Soit ton corps le tolère et l'accepte, banco, et en soi, du coup, tu redeviens fertile. Soit ton corps ne l'accepte pas du tout, ce qui serait totalement logique. Et homostérile. Exactement. Donc, chaque ovulation, chaque règle, cancer. Concrètement, Oui, oui, bah, tout à fait. C'est un ennemi, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu par ton corps, puisque ça n'a pas le même marqueur ADN, donc automatiquement, bah, le réflexe du corps, c'est je vais attaquer. exactement. Après, je fais vraiment version résumée. J'essaie d'être la plus claire possible, Oui, oui, tout hein. à Je fait. vous passe tous les détails, hein. Puis je te rappelle, tu Donc, parles à une blonde, donc c'est très bien. la blonde a toujours besoin de sa brune. Écoute. Exactement. Et du coup, il me dit ça. Donc, il me fait bah, potentiellement, même quasiment sûr, c'est une hystérectomie. Donc, on t'enlève tout l'utérus. Mhm. Moi, dans ma tête, c'était totalement OK qu'on m'enlève l'utérus. Enfin, de toute Bah, façon, j'étais censée crever dans 2 ans. Euh, je- tu avais fait le deuil de ta part féminine également, Alors, de ma part féminine, en tout cas, d'être mère. cette J'avais fait partie-là. mon deuil d'être mère. Donc c'était OK pour moi. Limite, je m'en fichais un peu, quoi. J'étais là, enfin, pas comme si j'allais m'acheter une baguette de pain. Ouais, Et ouais, attention, une hystérectomie, c'est quelque chose de très dur. Enfin, pour toutes les femmes qui oui. l'ont vécu, mais mon Dieu, je les soutiens à 12 000%. Enfin, vraiment, c'est juste que dans mon contexte, là, encore une fois, on parle dans ce contexte, ce n'était qu'une suite logique pour C'était moi. une logique, tout à fait. Voilà. Mais attention, je n'amoindris pas l'hystérectomie, bien au Mhm. contraire, hein. Donc, dans ma tête, c'est bon, bah, OK, feu hystérectomie. Il me fait, bah, on va quand même faire des tests avant, Héloïse, de t'enlever un utérus. Enfin, on peut quand même regarder. Oui, vas-y, testez-moi. Et ben non, mon corps le tolère bien. Génial. Enfin, plutôt bonne nouvelle. Et ben c'est là où j'ai eu une réaction. Je suis pas toujours adaptée. Et c'est là où j'ai eu une réaction un peu de, sérieusement, les gars, en fait, je vais mourir. Et là, vous me dites que potentiellement, je peux avoir des enfants. Alors que je me suis construite dans l'idée que j'aurais pas d'enfants. Ça a fait Ouais. mon caractère. Ça a fait beaucoup de choses. C'était un peu, on te donne une sucette, mais on te l'enlève. Et c'est une sucette surtout que tu pourras jamais atteindre, quoi qu'il arrive. Mhm. Donc, encore une fois, c'est très personnel. C'est dans ma vision, dans mon petit monde à moi. Ça a été assez violent. En plus, bah, période où je me mets en couple, donc période où la personne était au courant de tout ce qui se passait. La personne savait que, enfin, moi, je lui ai dit, hein, ma phrase, c'était, je peux pas t'offrir une vie, je peux juste t'offrir des moments de plaisir et de bonheur et tu Mhm. prends si tu as envie. Et la personne m'avait répondu, je préfère avoir 2 ans de bonheur avec toi plutôt que passer à côté de toi. C'était Magnifique. très joli. Splendide. Très joli. Et même si on est séparés maintenant, ça se passe très bien, on est en bon terme. Mais voilà. Et donc, du coup, c'était un peu atroce parce que je lui annonce ça. Donc, la personne en question, limite, elle aurait été prête à faire aussi toutes ces choses-là. Je dis, mais à quoi ça sert? Oui, Enfin, d'un seul coup, elle se projette en se disant, waouh, on peut peut-être avoir effectivement une vie familiale, une vie de parents, génial, quoi. c'est ça. Et puis, ce truc derrière de, mais regarde tout ce qu'ils ont été capables de faire. Si ça se trouve, tu peux vivre, en fait. Ouais. Sauf que moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans cette dynamique. Et deuxième problème de cette puberté ovulation, bon, ok, je peux avoir des enfants, machin et tout, mais très vite, finalement, je me dis, bon, oublions cette info. De toute façon, je l'utiliserai pas. Mais c'est que la puberté dit régénération cellulaire beaucoup plus rapide, hein. Mhm. Donc, les cancers ont explosé. C'était l'un après l'autre. Oh, bah, Mhm. alors là, c'était l'arbre de Noël, hein. Tu voyais mon scanner, j'allumais de partout, hein. Concrètement, j'étais brillante, hein, là. Et c'est là où ça a commencé à être compliqué. Donc, avec la personne, pour d'autres raisons aussi, mais on s'est aussi séparés à cause de ça. Et donc, à mes 30 ans, je redescends dans le sud. Mhm. Et je me dis, bon, bah là, de toute façon, ça pue, donc il faut vraiment que je sois auprès des miens. Et donc là, c'est enchaîné. Déjà au niveau du boulot, beaucoup de remises en question. Du coup, j'ai arrêté de bosser dans les services. J'ai commencé à être chef d'équipe dans la prestation. Enfin, bon, bref, on passe les détails. Finalement, je fais le choix de travailler dans un laboratoire d'analyse médicale pour n'avoir aucune charge mentale. Il y avait beaucoup de boulot en tant qu'infirmière, mais c'était un boulot où notre seul boulot consistait à faire la prise de sang. Donc, pour une infirmière, c'est une compétence parmi tant d'autres. Ouais. Et du coup, personnellement, moi, c'était parfait parce que ça me permettait de continuer à bosser à temps plein, Mhm. malgré tout mon suivi médical, tout en n'ayant aucune charge mentale et physiquement, c'était plus tolérable. Parce qu'après, j'ai toujours eu ce truc, c'est à la fois mon défaut et ma qualité, c'est que bosser pour moi, c'était être vivante, c'était créer du lien social. Enfin,
Je savais que le jour où j'allais être obligée de m'arrêter, c'était assumé que j'étais en train de perdre le combat. Le début de la fin. Voilà. Et Ok. donc, j'ai continué à bosser, même en étant déjà diagnostiquée soins palliatifs. Ton quotidien, c'était quoi? Tu faisais tes 8 heures, 9 heures de boulot. Ensuite, c'était d'aller quand même à l'hôpital, toi, en tant que patiente, d'avoir des Ouais. examens au quotidien. Enfin, c'était... Quand je suis rentrée, du coup, sur mes cancers, donc en tout, je dis 5 différenciés, mais on passe les détails, hein, voilà. Certains ont métastasé, j'ai eu des métastases au niveau du poumon. Et donc là, j'ai dû faire de la radiothérapie. Donc la radiothérapie, en fait, il t'envoie un rayon pour supprimer la métastase, éviter la chirurgie, parce qu'au niveau du poumon, une chirurgie, c'est pas anodin, C'est lourd, c'est très lourd. c'est très lourd. En plus, moi, les cancers explosés, donc on rentrait aussi dans des thérapies, entre guillemets, de confort, ou juste faire en sorte que voilà, on m'agresse pas trop. Puis le problème, c'est que de toute façon, la chimio avec moi, c'était compliqué dans tous les cas, puisque j'avais tellement de cancers différents que si tu me dégommais sur un cancer, tu faisais chuter mes globules blancs, mes défenses immunitaires, donc les autres explosaient. Explosé, ouais. Oui, d'accord. Je sais pas si tu vois la balance. Donc Oui, en tout fait, à fait, oui, effectivement. j'étais obligée d'être dans un truc très Et- chirurgie, radiothérapie, dans des trucs pas très agressifs, parce que si en plus on me rajoutait de la chimio par-dessus, bon, bah là, on me pliait en 2 secondes et c'était pas le but, quoi. Mhm. Et donc, à la fin, mon quotidien, c'était, je bossais principalement du matin, donc je faisais 6 heures, 13 heures, 14 heures. Et 2 à 3 fois par semaine, j'enchaînais avec radiothérapie. Donc, tu vas à l'hôpital, tu fais ta radiothérapie, tu rentres, t'es fatigué, t'es explosé. Comme tu bosses à 6 heures du matin, tu te lèves hyper tôt, mais c'était mon choix. Et donc, mon quotidien était rythmé entre boulot, radiothérapie, quelques soins, quelques surveillances, et puis les moments avec mes amis et ma famille. Ok, donc toi, tu ne voulais absolument pas arrêter de travailler parce que pour toi, si tu arrêtais d'être dans cette action-là, c'était mourir, tout simplement, à petit feu. Clairement. Après, à un moment donné, j'ai été obligée, donc je me suis arrêtée 2 mois avant la fameuse injection. Puisqu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que suite à tout ça, il y a eu un drame pour moi, c'est que la Canadienne dont j'étais très proche est décédée. Donc elle, c'était mon repère. Vraiment. C'était parce qu'à l'époque, quand le groupe s'est créé, elles étaient toutes étrangères, donc elles parlaient tous anglais. Je vous rappelle que moi, à l'époque, je parlais pas du tout anglais. Après la Nouvelle-Zélande, ça allait, mais alors au début, c'était pas gagné. Donc cette Canadienne, en plus, c'était la seule personne avec qui je pouvais communiquer. Donc on avait une quinzaine d'années d'écart. Ok. Ça a été comme une grande sœur, maman, je sais pas quoi dire, mais ça a été Tu as un, utilisé le terme mentor tout à l'heure, ça me va. ouais, Moi, je voilà, trouve ça très mentor joli. pilier. Ah, mais complètement, ça a été, ouais, c'est mentor pilier. Et là, elle décède, vraiment, mon monde s'écroule. Mais vraiment, hein, là, ça a été un drame pour moi, hein, vraiment. C'est ce qui a du coup aussi accéléré ma séparation et que je suis revenue dans le sud. Et, euh, et son conjoint me dit, j'ai perdu la femme de ma vie, mais je ne perdrai pas ma fille, puisqu'ils ont réussi à avoir des enfants, eux aussi, parce que comme moi, elle a fait un système de seconde puberté, cette femme. Donc c'est aussi pour ça que je dis mentor, parce qu'on Vous on aviez avait beaucoup vraiment, de... voilà, vous aviez vraiment une vie en parallèle, c'est-à-dire que elle, ce qu'elle vivait, toi, tu le vivais aussi, ou alors ce que toi, tu vivais, elle avait vécu quelque temps avant? que je vivais, elle l'avait vécu pour les 3 quarts des trucs, D'accord. c'était ça. C'était impressionnant, le miroir qu'on pouvait être l'une pour l'autre. Et des fois, c'était genre à 2, 3 années d'écart. Quand moi, ça s'est déclaré, elle, sa maladie s'est déclarée à 17 ans, moi, c'était 19 ans, mais enfin, tu vois, D'accord. il y avait quand même beaucoup d'effets miroirs. Et en fait, alors c'est très rarissime. Mais, Normalement, tu peux pas trop le transmettre, mais là, elle l'a transmis à sa fille, ce gène. d'accord. Donc sa fille, depuis sa naissance, est surveillée comme le lait sur le feu. Bah, tu m'étonnes. Et pour l'instant, sa fille n'avait rien déclenché, mais il venait de perdre sa femme et il m'a dit droit dans les yeux. Moi, de mon côté, ça allait de moins en moins bien. J'étais en train de rentrer en soins palliatifs. Il m'a dit, j'ai perdu la femme de ma vie, je ne perdrai pas le fruit de notre amour. Je remets dans le contexte, on était très proches, même si on s'était jamais vu physiquement, on était Oui, très oui. très proches avec ces personnes. Et moi, je rentre dans ce truc de soins palliatifs et tout, et en fait, je lui dis, écoute, pour moi, c'est OK, de toute façon, moi, ça y est, c'est plié. Je veux bien, entre guillemets, être cobaye. Enfin, s'il y a un truc à faire, je prends, je fais, c'est OK. Oui, toi, dans ta tête, tu t'étais préparé depuis tant d'années, finalement, au but ultime et à la finalité. Mais bien sûr, puis ce qui devait arriver était en train d'arriver. Mhm.
J'avais plus d'échappatoire. Et moi, mon drame, c'était de voir mon corps se décharner. Tout ça, c'était le plus dur pour moi. Et j'avais toujours dit à mes amis, s'il y a une autre solution, je la prends On apprend. parce que j'ai vu trop de corps souffrir. Et moi, sincèrement, je préférais partir, entre guillemets. J'ai pas enfin, j'ai pas choisi cette maladie. Bon, avec toi, on peut pas dire ça, mais Non, tu sais que cette réponse n'est pas valable. voilà. Enfin, je veux dire, j'ai subi beaucoup de choses. Laissez-moi au moins avoir la maîtrise de mon départ. Ouais, de ta mort. Et là, c'était l'occasion en or. En Parce que, fait, je devenais pardon, un cobaye et c'était OK, en fait. C'est moi parce, qui avais choisi de devenir un cobaye. parce que ce père, en fait, voulait accélérer le processus dans la recherche. Ouais, bah, c'est simple, il a hypothéqué sa maison. Bon, c'était des gens qui financièrement étaient à l'aise, mais c'était pas non plus. Il a tout hypothéqué, il a vendu son entreprise, il a tout vendu, il a tout injecté dans le laboratoire privé au Canada. Pour qu'ils accélèrent les recherches pour créer un traitement, ouais, un traitement, c'est pas un vaccin, non, c'est un traitement par rapport à cette maladie-là. Bah, le problème de cette maladie, c'est qu'on traitait les conséquences, mais jamais la cause, tellement Oui, c'était complexe et tellement on n'avait pas les finances. C'est-à-dire que les laboratoires n'étaient pas, on était considérés, on est d'ailleurs toujours considéré maladie orpheline. Donc, et une maladie orpheline, orpheline de chez orpheline, parce que dans les maladies orphelines, il y en a, mais, et donc sans don privé, bah, ils peuvent pas faire de la recherche et on c'est est bien d'accord. normal, je le Vous, comprends. vous n'intéressez pas les labos, ce qui peut être totalement compréhensible. Mais bien sûr, puis là, je rentre dans une logique très, enfin, je l'entends même presque. Oui, C'est horrible, mais je l'entends presque. Enfin, à un moment donné, tu vas pas filer 1 million pour sauver trois clampins, alors que tu peux sauver. Parce que avec... nous, certes, les conséquences, c'était les cancers, mais c'était pas la cause. Enfin, tu vois, il y avait tout Oui, un oui, tout truc. à fait. Puisqu'il y avait quand même une problématique génétique derrière par rapport à ce fameux jumeau cellulaire. Exactement. Et le grand drame de notre truc, c'est que tu touches à la génétique. Donc, qui dit génétique dit eugénisme. Je sais pas si ça parle aux gens, mais la génétique, dans le médical, on n'aime pas trop y toucher. C'est, on va dire, mal vu. Enfin, c'est mal vu, c'est que ça a beaucoup de conséquences qui peuvent vite déraper. Exactement. C'est, moi, j'appelle ça la bombe atomique, hein. Le mec qui a créé la bombe atomique, à la base, c'était pour des bonnes raisons, hein. Exactement. Ben là, c'est exactement pareil. Et le pire, c'est que du coup, j'entendais tout ça. Puis en étant dans le milieu médical, je comprenais en plus. Tu comprenais Enfin, cette version. ouais, j'avais pas de haine ou de rancœur. J'étais juste dans un mode, c'est OK, je comprends. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, il injecte l'argent et donc, évidemment, je rentre dans le process. Et au vu de ce que j'avais, l'idée, c'était, on est parti sur un traitement à base d'immunothérapie. Donc, ça, c'est connu. Mhm. C'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est chouette puisque C'est pas donc, grave. ça évite, je disais, ça évite les grosses chimiothérapies, tout ça. L'immunothérapie, je la fais courte, très simple, hein. Rentrer dans les détails, ce sera plus tard, mais en gros, on booste ton immunité. On fait en sorte que ton immunité, elle a un peu des super pouvoirs pour que de toi-même, tu arrives à combattre le cancer. Sauf qu'avec ce que j'avais, le booster d'immunité suffisait pas. Et donc, qui dit laboratoire privé, j'espère que les labos n'entendront pas ce que je raconte. Euh, ben, ils sont allés taper dans les gènes. Donc, ils sont allés checker mes petites cellules de moelle osseuse et ils ont donné aussi des super pouvoirs à mes gènes sains. Ok. Et donc, je sais pas si tu te souviens de Voici la vie, tu sais, ce dessin animé, Oui. voilà. Ben là, c'est un peu, moi, j'ai toujours eu cette image dans ma tête. Ben, ils ont foutu des capes et des super tenues un peu moulantes à mes gènes et à mon immunité. Et l'idée, c'était qu'avec ça, ben, Bon. c'était clairement ça passe ou ça casse. En D'en gros, faire des l'idée de super-héros. exactement. L'idée de ce traitement, c'était, eh ben, puisqu'on est dans un truc complètement timbré, est-ce qu'on pourrait pas refaire finalement sa moelle osseuse et donc désintégrer ce gène et du coup, bah, À la arrêter les source. cancers et tout le reste. Ouais. Exactement. Donc là, bon, je suis pas très fière, mais ça a été le cas, donc ça a quand même été des tests sur les animaux. Donc là, j'avoue, c'est la partie où bon, bah, c'est compliqué pour moi, mais voilà, les gens en pensent ce qu'ils en veulent. Et donc au niveau des tests, il y avait, sachant que moi ma maladie évoluait, donc là je rentrais en soins palliatifs, j'avais arrêté de Ça bosser. continue, oui, voilà. La recherche travaillait en parallèle, mais toi, en attendant, ton état continuait à se dégrader. Exactement. Donc là j'arrête de bosser. On en parlera après, mais j'étais en train de préparer ma mort, hein, donc ça on en parlera après. Et donc bref, on arrive au stade ultime où il y avait 33% de réussite sur les animaux.
Donc, au passage à l'humain, tu diminues de moitié. Donc, 50%. estimer que l'injection pourrait fonctionner. À Il y avait 15%. 15% de chances qu'elle fonctionne, en gros. Waouh. Et là, toi, tu te portes volontaire. Ben, le truc, c'est que tu te dis, les calculs sont pas bons. Ah, tu te dis, concrètement, là, mon corps, ça y est, je peux plus le cacher, c'est en train de partir en cacao. En cacahuète, on est d'accord. Mais je n'ai pas envie de voir mon corps se décharner, je n'ai pas envie de vivre ça. Je suis quelqu'un de très joyeux, je pense que ça se voit, ça s'entend, je suis profondément comme ça. Donc me retrouver dans un lit d'hôpital, En soins palliatifs. c'était pas raccord avec moi. Mhm. En tout cas, c'était pas ce que je voulais. Encore une fois, c'est mon histoire. Ah Attention, il n'y oui, a oui, aucun tout à fait. jugement, aucun. Et on m'annonce qu'il y a ce truc des 15%. Dans tous les cas, concrètement, si je faisais pas cette injection, j'allais mourir rapidement, quoi qu'il On arrive. est d'accord. Donc là, je me suis dit, OK. Et je fais comment ça se passe? Si l'injection fonctionne pas, c'est-à-dire à concrètement 85% de chance, voire 90, donc concrètement, je vais mourir. Et Mais ça du coup, comment changera ça va rien. se passer? Bah, c'est ça, j'étais prête, hein, et j'étais Oui, prête oui. depuis des années. Mon testament, je l'ai fait à 24 ans, hein, Ce qui est un au truc. passage. Ah ouais, non, mais Et je moi, ça a trouve été ça très démentiel, thérapeutique. quoi. On en parlera après, mais ça a été très thérapeutique pour moi de Et faire je le deuil. pense que ça peut être thérapeutique pour beaucoup de personnes, puisque la mort est quand même un sujet tabou en Occident. Complètement, complètement. Et donc, du coup, ben, ils me disent, ben, en gros, si l'injection fonctionne pas, pour te la faire courte, ça fera un feu d'artifice dans ton corps. Donc, tu décéderas très rapidement dans les 48 à 72 heures parce qu'en fait, ton corps va faire un rejet total de l'injection. Ok. Ben, je dis, ben, banco. C'est Mais bien. vraiment, Alors, dans ma tête, j'ai dit banco. Parce que Héloïse je tout me suis dit, craché. mais oui, mais je me suis dit, ça m'évitera ben, de me voir dépérir. Mhm. Au moins, ce sera radical, on n'en parle plus. Ça évite les heures et les heures de souffrance pour la famille, parce que j'ai bossé 5 ans hein, en onco. Je peux t'assurer que ces familles qui veillent pendant des mois et des mois, c'est à la fois magnifique, mais c'est un crève-cœur, même pour nous les soignants. Puis tu vis des choses. Moi, j'ai pleuré avec des familles en Et puis perdant des gens. Enfin, ça peut détruire parfois aussi certaines familles. mais bien sûr, puis ça peut devenir un poids. Enfin là, c'est un autre sujet. Il faudrait faire un autre Mhm. podcast. Mais il y a mille choses qui se passent, chacun vit le deuil différemment. Et personnellement, vous vous doutez bien, moi j'adore petit syndrome du sauveur qui se cache, hein, on va pas se mentir, on ne fait pas infirmière par hasard et tout ça, tout ça. Mais encore une fois, je voulais protéger les miens de, de la, de cette douleur lancinante et longue, tu Mhm. vois. Là, clairement, c'était réglé. Et entre guillemets, j'avais l'impression de reprendre le pouvoir sur ma maladie, parce qu'il faut le savoir, c'est important quand même, c'est que ma maladie, je lui avais donné un nom. Et je lui donne toujours un nom. Ma maladie, je l'appelle Martine. Je sais pas si vous vous souvenez des Trucs, Martine va à la plage, Martine, voilà. Ben moi, je l'avais appelée Martine, parce que c'était Martine me gonfle. Voilà. C'était un peu... bon, mais vraiment, je lui parlais en plus. Je disais, bon là, Martine, tu commences à me chauffer, hein, clairement. Mais, Laisse-moi tranquille, Martine. mais sur la Voilà, symbolique, désolée à toutes les Martines qui étaient... on s'excuse. Je mettrai un mot du coup dans le descriptif pour Oui. s'excuser auprès de toutes les Martines. Non, non, mais je trouve ça justement très intéressant de donner un nom. Alors, moi, j'étais vraiment pas dans cet état d'esprit-là. Et j'avais découvert justement de donner des noms grâce à Marine Barnerias, pardon, qui a une sclérose en plaques également et qui avait fait part de sa maladie donc, et de son cheminement. Et c'est très marrant. Elle était partie également en Nouvelle-Zélande avec son sac à dos. Il doit y Ah, il y avoir a un un truc. truc, là. Il Ouais, y je a un pense qu'il truc doit y en avoir un truc Nouvelle-Zélande. là-bas. Et elle avait nommé sa maladie Rosie. Et moi, à l'époque, donc ça faisait déjà quelques années que j'avais ma sclérose en plaques, et j'ai dit, mais quelle idée de donner un nom à sa maladie. Enfin, moi, sur le coup, j'avoue que ça m'avait un peu choqué. Et maintenant, aujourd'hui, avec le recul que j'ai par rapport à ma compréhension de la maladie et de la maladie en général et comment elle se forme, mais je trouve ça tellement logique puisque la maladie, ce n'est pas nous. C'est ce que je vous explique dans tous les podcasts jusqu'à présent. La maladie, c'est un petit personnage que nous jouons, enfin que notre mental nous fait jouer. Donc, je trouve ça chouette parce que justement, du coup, en donnant ce nom de Martine, Martine vit sa vie en fait. Donc, Martine, la malade, vit sa vie tranquillement et Héloïse, d'un autre côté, vit sa maladie à sa façon Exactement. finalement. C'est exactement ça. En fait, au début, moi, ça m'a permis de dépersonnifier. Clairement, on était dans une forme de schizophrénie, hein, on va pas se mentir. Ça peut s'apparenter, mais finalement, ça l'est pas. Enfin, du point de vue énergétique, moi, maintenant, avec le recul que j'ai, ça ne me choque absolument pas. Bien Ça ne sûr, permet après, pas. je te parle avec mes mots et avec l'époque, tu vois, comment je ressentais Exactement. le truc.
Mais moi, ça a été très thérapeutique pour moi de lui donner un nom. Donc après, même mes amis, c'était bon, ok, comment elle est Martine en ce moment? Comment ça se passe? Tu vois, c'était devenu un truc. Allez. Puis quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, j'en parlais beaucoup plus facilement. Mes amis, ils étaient trop heureux parce que je cachais plus rien. Puis de toute façon, je pouvais plus cacher. Enfin, Oui, voilà. Et là, en fait, ben, cette injection où on m'explique que concrètement, je peux mourir dans les 48 heures, je me suis dit, je suis en train de reprendre le pouvoir sur Martine. génial. En fait, c'était vraiment, OK, depuis mes 19 ans, là, t'es en train de me chauffer, mais t'inquiète pas que si on meurt, c'est quand même moi qui choisis comment on allait mourir. Ça paraît être un détail, mais Et moi, ça a été enfin, un bonheur. Je sais pas, ouais, si, c'est le mot qui me vient, donc je vais dire ça, dans le sens où je me suis dit, t'auras pas eu le dernier mot. et surtout, Évidemment, la finalité, elle est là. Je vais mourir, OK, ouais. mais j'ai choisi. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, tu reprenais ce qu'on appelle ton pouvoir intérieur, et tu reprenais tes responsabilités vis-à-vis de la maladie. C'est-à-dire que, OK, tu as vécu ta vie, Martine, tranquillement, pépère, tu m'as bien gonflé, c'était le cas de le dire. Mais là, maintenant, je reprends les rênes de ma vie C'est ça. et je choisis ma propre mort. C'est exactement ça. Et encore une fois, bon, on va peut-être se dire que je suis complètement allumée, mais c'est pas totalement Oui, faux, c'est bien pour ça que je t'ai demandé de faire ce podcast, hein. Mais du coup, ça m'a aussi permis, pendant cette période où j'étais chez moi, où je travaillais plus, bon, évidemment, je te laisse imaginer, avec tous mes amis, on a fait 36 millions de trucs. Dans mon malheur, maintenant, même si j'ai longtemps culpabilisé de ça, d'avoir fait vivre ça à ma famille, mes amis, tout ça, ça a été la plus belle des choses. Parce que du coup, on était tous tellement persuadés que j'allais partir, que moi, j'avais organisé mon enterrement, j'avais Oui, organisé un truc. non, mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre quand même, le truc totalement hallucinant, parce que moi, j'avoue que heureusement que j'étais assise quand on a eu enfin, cette conversation-là. Si tu m'annonces, bah, en fait, j'ai programmé ma propre mort, quoi. Le jour, l'heure, le lieu, j'ai tout organisé pour mourir. Enfin, pardon, Le mais jour et l'heure, non, ça, je pouvais non, pas mais bon, je veux prévoir. dire, c'est un truc hallucinant, quoi, de se dire ça. Ouais. Mais en même temps, enfin pour moi, ça a été, je sais que c'est particulier, mais pour moi, ça a été génial parce que du coup, bah, entre guillemets, il y avait une date. On savait, je rentrais à l'hôpital le 24 mai, donc on savait que, voilà. Et en fait, ça a été, donc j'organisais mon enterrement, j'étais en train d'imaginer la fête, parce que évidemment, j'avais écrit un truc, j'étais là, oui, évidemment, les gens, s'ils veulent pleurer, ils pleurent, mais je veux un truc à mon image, je veux que ça reste, j'avais Joyeux. prévu des, mais laisse tomber, ça aurait été ma meilleure soirée, hein. Et puis, j'ai aussi redonné le pouvoir, j'ai repris le pouvoir sur Martine, mais j'ai aussi redonné le plein pouvoir à mes amis. C'est que j'ai enfin lâché prise. J'ai quand même essayé de beaucoup les protéger, mais à un moment donné, tu n'y arrives plus. Mhm. Et en fait, ben, ils se sont occupés de moi, ils m'ont chouchouté. On a eu des discussions que les trois quarts des gens n'ont pas eues. De comment tu vas vivre, comment ça va se passer après la mort, qu'est-ce qu'on fait. On... Laura, j'ai là pour me soutenir. On s'est dit je t'aime, mais des je t'aime puissants. Comme Euh, frère. Mes amis, c'est devenu ma famille. Et même au sein de ma famille, à un moment donné, quand tu es à deux doigts de mourir, c'est bon, les conflits, tout ça, t'oublies. Oh, bah oui, là, dans ces cas-là, Tu vas à l'essentiel. table Et donc, rase. c'est ça. Et donc, en fait, mon but, les 2 derniers mois avant l'injection, c'était vraiment de, tout est OK, on kiffe à fond, là, les gars. Et puis, quand je m'en vais, surtout, vous vivez doublement, hein, d'accord? Parce que moi, j'ai pas envie que vous veniez me rejoindre, je sais pas où. Venez pas pleurer, quoi. Laissez-moi tranquille, Voilà. prenez le temps, éclatez-vous, vivez doublement, limite trinquez à ma santé régulièrement, mais voilà quoi. Mhm. Et c'était presque, j'avais presque plus peur en fait. J'étais en mode, paradoxalement, presque pas apaisée, mais en fait, ce qui me faisait souffrir, c'est ce que j'infligeais aux autres, mais moi, avec moi-même, c'était OK. C'est beau. Ouais. Après, là, tu vois, de toute façon, dès qu'on commence à parler de mon petit frère, on est très proches. Là, c'est le seul moment où ça, j'ai encore beaucoup de mal. D'avoir fait vivre ça à mon frère parce que je voyais sa souffrance extrême. Bon, après, je lui ai fait vivre ça, entre guillemets, bon, Oui. voilà, Ah, lui, il perdait un pilier, quoi. Il perdait le phare. oui, mais oui, puis mon frère, enfin, on a une relation, c'est, voilà, on est les opposés, mais en même temps, c'est le yin et le yang, quoi, c'est indissociable, quoi, voilà.
Et ça a été ça qui a été dur. Ça a vraiment été d'avoir fait subir ça à mes potes. Et pourtant, je suis quand même hyper reconnaissante de tout ça parce que on a passé un level, un stade Ah bah, tu m'étonnes. incroyable. Donc, on reprend. Ça signifie quand même que, accessoirement, tu es morte depuis un an. Ouais. Du coup, c'est moi. Déjà, j'avais grappillé un an, on m'avait dit 30 ans. J'ai fait mon injection à 31. Déjà, c'est fort. Déjà, pas mal, effectivement. Et ouais, voilà. Donc, vous parlez de l'au-delà. Bonjour. Alors, Voilà. l'au-delà, Alors, c'est sympa. j'ai développé une nouvelle forme de podcast. Ouais, ouais, ouais. T'es puissante, hein, Véro. C'est quelque T'as chose. vu? T'as vu les dons que j'ai, les possibilités? Donc, arrive le moment fatidique de l'injection. Ouais. Tu veux le raconter ou pas? Oh, bah, tant qu'on y est, hein, foutu pour foutu, j'ai parlé de mes règles et tout ça, donc on peut y aller. Concrètement. De mes rapports sexuels Ben, également. en gros, donc l'injection, on remet dans le contexte Covid, donc je n'avais même pas le droit. Ah ouais, chouette. Et en plus, l'injection, ce qui s'est passé, c'est que dans tous les cas, pour me protéger, le temps de l'injection et les 2 jours suivants, après j'avais une dérogation, hein, les gens auraient quand même pu venir me voir, surtout si ça se passait mal. Je devais être en ce qu'on appelle isolement protecteur, protecteur, pardon, donc je devais vraiment être dans ma bulle, D'accord. que comme on modifiait gènes, immuno, tout ça, être sûr que je n'ai pas de germes qui rentrent, Que tout soit absolument stérile autour de toi. aseptiser tout ça. Donc, j'arrive à l'hôpital. C'était un férié, tu sais, c'est le férié qu'on donne pour les personnes âgées, là où les gens bossent, mais où t'es pas payé, un truc comme ça. Donc, c'était choisi pour que justement, il y ait moins de personnes hospitalisées. Ok. Mon oncologue, puisqu'entre-temps, bon, je vous ai passé tous les détails, mais donc du coup, le gynécologue qui m'a suivi est parti à la retraite, mais on est resté très proche. Il y a un nouveau gynéco qui a pris le relais, tout aussi merveilleux. Et après, j'ai donc été suivie quand les cancers ont explosé par un oncologue, Normal. donc un spécialiste des Des cancers. cancers. Donc j'avais vraiment ce trio, on va dire, toujours près de moi. Et donc j'arrive, je vous passe le détail, mais il est important pour moi parce que c'est une image qui est gravée et qui m'émotionne toujours beaucoup. C'est donc mon frère qui m'amène à l'hôpital, d'accord? Interdiction de rentrer, il me laisse sur le parking. Waouh. Donc là, c'est le moment où Bah, moi, je m'effondre en sortant. Lui n'a pas pleuré dans la voiture, mais une fois que je suis sortie, il s'effondre. J'ai appris qu'après coup, qu'en fait, il était resté 2 heures sur le parking, tout le monde paniquait parce qu'il répondait à plus personne. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était tétanisé, il il était pouvait en plus état rien de faire. choc. Voilà. Moi, j'arrive dans la salle de soins, tu sais, t'as le truc. En plus, bah, normalement, un férié, t'as pas beaucoup d'infirmiers. Là, t'inquiète pas qu'il y avait du monde ce jour-là. Parce que normalement, quand c'est férié, les infirmiers, on est en sous-effectif. C'est un autre débat. Nous n'en parlerons pas ici. Non, on fera un Voilà, épisode sur les infirmiers. c'est ça. Et là, ben, il me voit et tu sais, t'as ce truc, cette lourdeur, cette pesanteur. Tu sais, ce truc de... Oui, parce que tu sais pas finalement si de voir tous ces infirmiers, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, quoi. Ah bah, clairement, tu sens que ça pue un peu. Ouais, voilà. Voilà, puis t'es accueilli, bon, t'es chouchouté, hein. J'ai une chambre géniale. Ah, je suis chouchouté, il n'y a pas de souci, hein. Et là, on dit, bon, on y va, on commence, quoi. Ok, grosse surprise, donc j'avais mon oncologue, mon gynéco qui était là et l'ancien qui m'a fait la surprise d'être là aussi. Retraité. Génial. Donc autant te dire que c'est chialade, enfin, tout le monde pleurait, hein, que ce soit l'oncologue, tout le monde. Ok. Voilà. Même les infirmiers, c'était les infirmiers, les aides-soignants, c'était compliqué pour eux de contenir l'émotion parce qu'après, comme là je vous parle, c'est comme je suis dans la vie. Donc j'avais aussi créé des liens avec ces gens-là, toujours ce petit truc un peu funky. Donc ouais, au bout d'un moment, on est humain, quoi. Il y a des liens De qui se créent. dédramatiser la situation, mais en attendant, les émotions sont quand même présentes et à fleur de peau. La Héloïse souriante, même là, tu vois, j'ai quand même encore un petit nœud dans la gorge parce que je me remets dans la scène. Là, tu sais, c'est vraiment bon, bah, j'y vais, quoi. Feu. Oui, parce que sur l'idée, toutes les personnes qui sont là, et même toi, vous connaissez l'issue. Bah, À exactement. Et t'as beau dire t'es 85%. prête, t'es prête. Oui, tout Au à fait. moment où tu t'y retrouves, t'as beau dire t'es prête, voilà, t'y es, hein. Tu sais, c'est comme quand tu dis, ouais, mon rêve, c'est de faire un saut à l'élastique. Puis quand t'es devant, tu fais, bon, c'est haut quand même, c'est un peu Voilà. chaud là. Ah, on t'a pas dit, mais on t'a enlevé l'élastique en plus. Mais Oui, vas-y. voilà. Ça va que la rivière était profonde. Donc, bref, le truc se fait. Et en fait, ça se fait en 2 injections. Donc, la première injection se passe bien.
Après, je suis shootée, ils me donnent des traitements, enfin, je suis un peu dans le pâté. Et la deuxième injection, j'étais un peu à l'ouest, et c'était donc la première injection se fait en intraveineux, dans les veines. La deuxième injection se fait ce qu'on appelle en intratécal. Donc c'est directement dans la moelle épinière. C'est Ok. comme quand on fait des ponctions Une lombaires. ponction lombaire, d'accord. Voilà. Donc déjà de base, c'est pas le truc le plus agréable. Tu sais que ça fait un peu mal, mais c'est ok. Ah, je confirme. Pour en avoir vécu une, je confirme, c'est pas le moment le plus sympa. Ça titille un peu. Un peu. Et donc, bon, je le savais, mais moi, j'étais un peu shootée par les traitements. Donc, l'infirmière me tient pour la deuxième injection, sachant que la première injection s'était passée, donc c'était cool. Mais on savait que c'était la deuxième injection qui risquait de tuer, hein. On était tous conscients. Et donc, on m'avait dit que les effets secondaires, ce serait grosse chaleur, sensation de fèvre, enfin, vraiment le truc, tout explose. L'infirmière me tient, puisque tu dois avoir le dos arrondi. Elle me tient, ça va, hello? Bon, moi, je fais trois blagues dont je me souviens pas parce que j'étais complètement shootée. Il m'injecte. Et là, ah bah là, je me suis réveillée en 2 secondes. Une sensation de brûler de l'intérieur. Mais quand je dis brûler, mettre son doigt sur une bougie à côté, c'est rien. Mhm. Mais vraiment. Et là, dans ma tête, j'avais l'impression de dire non, 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 comme ça. Mais apparemment, dans les faits, j'hurlais non. D'accord. Mais vraiment, je l'hurlais à ce qui paraît. Moi, je m'en souviens pas trop, hein. Pour rappel, j'étais un peu défoncée. Merci, Valium et autres traitements du genre. Et du coup, je me suis agitée. Et là, en fait, en un quart de seconde, tout est allé très vite. Donc là, je vous fais un mélange de ce que moi, je me souviens et de ce qu'on m'a raconté. À raconter. J'entends chariot d'urgence. Donc là, dans ma tête, je me dis, ça y est. Je suis Je partie. m'agitais, donc ils essayent de m'allonger pour me perfuser, me calmer. Enfin, j'étais perfusée, mais me mettre des choses dans la perfusion, me calmer. Et là, je hurlais, je dis, ah, non, non, non. Ça, je m'en souviens pas. Et la seule chose dont je me souviens, c'est que dans ma tête, il y avait des flashs de vie. C'est vraiment des flashs des derniers instants vécus avec mes potes, enfin plein de petits flashs comme ça, plein, plein, plein de petits flashs et Presque, noir. presque le fameux j'ai revu ma vie défiler sous mes yeux. Ouais, ça Style. ressemble à ça, mais tu sais, c'est un peu des flashs comme quand tu rêves, tu penses à plein de trucs, c'est un peu ces idées en arborescence. C'est assez compliqué de l'expliquer parce que c'est pas comme dans les films, Oui, oui. mais ça y ressemble un peu quand même, tu vois. En tout cas, il y avait des images qui m'arrivaient, et évidemment, la première image, c'était mon frère, la dernière, c'était mon frère aussi. Et après, noir complet. Après, moi, là, je me souviens de rien. Concrètement, on me l'a raconté. Et à ce qui paraît, enfin, à ce qui paraît, non, c'est ce qui s'est passé, mais je m'en souviens pas. Pendant 3 heures, donc j'étais scopée, donc c'est-à-dire que tu as l'appareil attention, tu as tous les trucs. Et en fait, mon cœur, c'est ça. Normalement, le cœur, ça fait tout doute, tout doute, tout doute. Enfin, tu vois, ça fait un truc Mhm. régulier. Ben moi, pendant 3 heures de temps, ça faisait tout, 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 truc pué. Clairement. Et en fait, pendant 3 heures, ils étaient tous autour en disant, bon, ben ça y est, elle va partir. Enfin, c'est bon. Oui, il s'attendait à un moment donné qu'il n'y ait plus de bruit, quoi. Oui, enfin, en mode, bon, bah, en plus, même pas 48 heures d'attente, quoi. On y va, elle est efficace. 3 heures, c'est plié. Voilà. Eh ben non. Au bout de 3 heures, apparemment, j'ai commencé à me réveiller. Et mes constantes, donc tension, température, tout a commencé à se normaliser. Les battements du cœur également? Oui. Ok. Et là, alors moi, ça, je ne me souviens pas, ils m'ont raconté, donc moi, j'étais complètement défoncée. Donc après, ils m'ont surveillée. Dans la nuit, je me réveille à peu près et donc je réalise quand même que je suis là et donc impossible de me lever du lit, hein. Et là, je dis à l'infirmier de nuit, je fais prévenez les gens que je suis en vie, il faut les prévenir et tout. Enfin, j'étais complètement à l'ouest. J'ai tenté d'écrire un message que j'ai envoyé. Un de mes premiers réflexes, ça a été de me prendre mon portable. Pourtant, je Ton suis pas portable. accro au portable. Mais là, j'ai eu besoin de prendre mon portable. Enfin, prendre mon portable. Autant te dire que ça a mis 10 minutes, hein, avant que ma main atteigne le portable. Donc, j'envoie ce message, mais je sais même pas à qui je l'envoie. Enfin, voilà. Je me rendors. À ce qui paraît, toute la nuit, je ne m'en souviens pas du tout. Je sonnais à peu près toutes les heures. Le truc insupportable. Oh, une infirmière. Ah ouais, non, mais affreuse. Et je sonnais à peu près toutes les heures en disant, vous avez dit aux gens que je suis en vie? Voilà, toutes les heures. Super. Et le matin, je me réveille à moitié à l'ouest. Les médecins viennent me parler et tout. Je comprends rien. Je m'endormais pendant qu'ils me parlaient. Et au bout d'un moment, je sais pas, il devait être 9 heures du matin. L'équipe soignante me dit, bon, bah là, Héloïse, on va essayer de te lever. Comment tu te sens? Faut que tu ailles uriner. Sinon, on te pose une sonde urinaire. Je fais, oh là là, moi, je suis infirmière. Vous n'allez pas me poser une sonde urinaire. Donc, ils m'ont aidé à me relever. Et là, déjà, je marche. Et tu sais, Waouh. la sensation du sol sous tes pieds. Oui, comme si c'était la première fois que tu marchais de ta vie.
Ouais, et puis t'es à l'ouest, hein, c'est en post-cuite, mais vénère, là, hein. Enfin, t'es pas bien, hein. T'es vraiment pas bien. Et là, je marche, donc soutenue, et tu sais, il y a une émotion qui te prend. En fait, j'ai eu l'impression de récupérer l'émotion des aides-soignants, et Ouais. j'étais plein d'émotions, tu vois, mais c'était trop beau. Tu Franchement, t'es c'était trop mis beau. en mode éponge et là, d'un seul coup, t'allais commencer à la déverser, quoi. Ouais, donc j'arrive péniblement aux toilettes. Bon, je te laisse imaginer, j'avais le cul à l'air avec la chemise de nuit, enfin bon, Oui, voilà, bah, hein. le truc très sexy dans les hôpitaux. Voilà. Et en fait, tu rentrais, donc tu ouvrais la porte de ma salle de bain, tu avais directement le miroir et les toilettes sur la gauche. Et là, je me vois. Et c'est là où, en fait, je m'effondre et je pleure. Ils ont dû me rattraper, j'ai failli me casser la gueule. Et là, je fais, oh, putain, je suis là. Et je me vois, je me Vivante. reconnais, je vois que c'est moi. Ils m'installent aux toilettes, tout le monde pleure. Je C'est... pisse en pleurant. Et on pleure tous et je les regardais, je fais, oh les gars, on l'a fait. Je les ai en plus inclus dedans, tu vois, je dis, on l'a fait. Et je réalisais pas. Puis après, donc, je me remets devant le miroir pour me laver les mains. Le premier réflexe, je vois mes poils au menton, je fais, oh, faut s'épiler là. Le truc Enfin, bien terrestre, bien terre à terre. ben, bien terre à terre, mais en même temps, ça y est, j'étais vivante, quoi. C'était moi, c'était tellement moi. Et là, je fais, wow. Et donc, je réalise, je vois tous les messages de tout le monde en folie, parce qu'on pourra en discuter après, mais c'est encore une fois, c'est très long. Je te laisse imaginer le background derrière tout ce qui s'est passé, mes amis, ma famille. Oui, parce qu'il s'était préparé mentalement, physiquement à on revoit plus Héloïse, quoi, puisque Ah, mais 85% de chance, on répète, 85% de chance d'y rester. Donc, et puis ça faisait 10 ans en même temps qu'on répétait Héloïse, de toute façon, ne passera pas l'entre-antenne. c'est ça. Et puis les trois quarts avaient arrêté de vivre, quoi. Enfin, un de mes potes, il s'était fait, alors qu'il avait un cabinet libéral, il s'était fait remplacer pour être dispo. Une de mes amies, elle avait posé un arrêt pour être dispo, et pendant que j'étais à l'hôpital, elle vivait chez moi. Enfin, les gens avaient stoppé leur vie pour moi, Ouais. quoi. Il y avait tout un processus autour de toi et de ce que tu allais vivre, quoi. Impressionnant. D'où l'importance de l'entourage. Mon Dieu que je les aime. Parce qu'ils m'ont supporté dans tous les états, même quand je disais pas grand-chose. Ils ont été là depuis le début, quoi. Mhm. Et là, bah, tu réalises, puis tu as envie, puis ben, rapidement les choses reprennent. Et puis, bah, au bout de quelques temps, on me dit, c'est bon, c'est OK, tu peux rentrer à la maison. Donc, malgré tout, à la maison, on m'avait quand même mis pendant encore une semaine en isolement, entre guillemets, protecteur. Donc, j'avais pas trop le droit aux visites. On me laissait une semaine tranquille, me reprendre chez moi, et ensuite, j'avais le droit aux visites. Et là, bah, là, c'est le moment magique, quoi. Ah bah, les retrouvailles, j'imagine même pas toute l'émotion que ça a dû Ben, ça s'est fait en susciter. deux temps. La première émotion, c'est donc mon père qui me récupère à l'hôpital avec le masque, parce qu'on n'avait pas trop le droit de se toucher pour me protéger encore une fois. Ok. Mon père, normalement, c'est il parle, il parle, il parle. Là, il parlait pas. Il me regardait, il avait les larmes aux yeux. Il me disait, ma fille, ma fille. Et tu vois, même là, je pourrais en pleurer. Et moi non plus, je parlais pas et je regardais le monde. Tu sais, c'était 15 minutes de voiture Ouais, et mais je regardais. presque comme si tu étais en train de le redécouvrir, que tu le voyais Ah, mais avec des nouveaux yeux. ouais, ouais, franchement, ouais. Ou en tout cas, c'est pas que je venais, c'est comme si j'avais été aveugle pendant quelques temps et que là, j'avais retrouvé la vue. Génial. Je connaissais ces arbres, je savais que c'était réel et que c'était de ma vie d'avant, mais Ouais, mais tu les avais jamais vus comme ça, en fait. voilà. Et en plus, donc, mon père me dépose en bas de chez moi. Ma mère était là pour me voir quand même, Mhm. tu vois. Mais... Oui, pour Alors, voir, parce que si c'était pas une rumeur. c'est ça. Non, mais limite, c'est ça, tu vois. Donc, c'était particulier parce que du coup, elle voulait me serrer dans les bras, mais on pouvait pas trop. Mais bon, elle me voit, tout va bien. Là, je rentre chez moi et donc, j'avais une amie qui avait vécu chez moi pendant cette période d'hospitalisation. Et donc, quand je suis rentrée, enfin, elle m'avait tout préparé. Je suis arrivée chez moi, l'appart était nickel. Et C'est toujours pardon, l'orage, hein. Non, non, on va préciser quand l'orage même. est énervé. Et en fait, elle m'avait demandé ce que j'avais envie. Va savoir pourquoi le truc que je mange jamais, je suis pas du tout sucrée. J'avais envie de Kinder Bueno. Va savoir pourquoi. Donc je me suis retrouvée avec des Kinder Bueno dans toute la baraque. Et elle m'avait fait des courses. Et je sais pas, j'ouvre mon frigo, je vois des tortellini ricotta épinards, enfin le truc. Et là, je les cuis et je me suis mise mais à pleurer, mais à pleurer. Tu sais, c'était encore un nouveau stade de je suis en vie, je fais cuire Ouais. mes tortellini. C'est-à-dire que ouais, tu revenais dans la vraie vie, en fait, Ouais. d'un seul coup. Un geste con et simple, hein. Mhm.
Et ça a été mais un moment magnifique. Mais moi, maintenant, les tortellini ricotta épinards ont une saveur chez moi Ah désormais. ben, oui, tu m'étonnes, effectivement. Ah, et vraiment, c'était, mais je les ai mangés, mais tu sais, puis Oui, bah, tu avais l'impression de manger de l'or ou du diamant, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc ultime, ah ouais, la beauté même dans ces pâtes-là, quoi. ah ouais. Et voilà. Et bon, bah après, une semaine après, j'ai pu commencer à revoir les gens. Donc là, les gens réalisent. Donc il y a eu quand même un effet un peu bizarre où moi, pendant très longtemps, j'ai un peu culpabilisé de leur avoir fait subir ça. Même eux, ils ont été un peu en état de choc de, bah, on était presque elle meurt et elle est toujours là. C'est quand même un peu chelou. Rassure-moi, il y Mais en a qui te l'ont pas reproché quand même. non, personne, D'accord. personne. Mais il y a eu des moments, en fait, des phases de quand ils m'ont vu, c'était, oh putain, elle est là. Mais C'est un fantôme ou bon, pas? il a fallu un temps d'adaptation, mais tout s'est bien passé. Ça a été magnifique et merveilleux. Et voilà, et depuis, tout le monde est content que je sois de retour, moi aussi. Ah bon? Bah oui. J'ai préparé ma mort, j'ai tout fait, on a tout fait, on a même fait la fête pour fêter ma mort, j'ai programmé ma mort et un an après, eh ben, je suis encore là. Mm, À part c'est ça, ça. c'est pas une histoire extraordinaire du tout. Là, non, je sais, sinon on va pleurer toutes les deux, donc on va éviter. Enfin, du moins pour finir. Là, tu en es où? Tu sers toujours de cobaye, si je peux utiliser ce mot-là, par rapport à la recherche. La recherche a énormément évolué. Alors, la recherche évolue. Le deal, c'était que de toute façon, si je m'en sortais, en effet, ben, je servais de cobaye pour la suite, hein. Ok. J'ai complètement accepté parce que derrière, il y a une petite pitchoune qui, ça y est, elle a déclenché son premier cancer. Ah merde. Ok. Donc voilà. Elle a quel âge? Et 16 ans. Ok. Et donc, je te laisse imaginer, hein, le Canadien, joie énorme, tout ça, tout ça. Et en fait, du coup, tous les mois, j'ai un check-up à l'hôpital où on me fait des prises de sang, où mes analyses sont en France, mais aussi envoyées au Canada, au laboratoire qui a fait toutes les recherches. J'ai des ponctions lombaires très régulièrement. Voilà, j'ai énormément de soins. Suite à l'injection, pardon, j'ai repris le boulot plutôt rapidement. Besoin de réaliser en fait que j'étais vraiment là. Oui, puisque pour toi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de travailler, tu avais l'impression d'être en vie. Donc, automatiquement, pour toi, dans ta tête, reprendre le travail, ça signifie que je suis toujours en vie. C'est ça, ça a été un peu ça. Bon, après, j'ai vite compris que j'allais changer. Donc maintenant, Ça, c'est un détail. voilà, je suis en pleine reconversion, mais voilà, ça m'a donné en tout cas l'élan, on va dire. Mais oui, tous les mois, j'ai des gros check-ups, j'ai des prises de sang régulières. Par contre, ce qui est génial, c'est que ça a stoppé net toute l'évolution de mes cancers et c'est même en train de Génial. régresser. Et le terme, en fait, l'idée à terme, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait quasiment plus de cancer, voire plus du tout, et de totalement me régénérer. Je suis un Pokémon, quoi. C'était le but du traitement? C'était le but du traitement. Après, on ne savait pas du tout, c'était l'inconnu. Dans l'idée, dans l'idéal, dans les plans les plus merveilleux, c'était comme ça que ça devait se passer. Et ce qu'ils comprennent toujours pas, c'est que pendant 3 heures, ils ont vraiment cru que bah, j'étais en train de mourir. Tu étais morte, d'accord. Voilà. Bon, après, perso, j'ai pas vu la lumière, j'ai pas eu d'illumination, j'ai rien eu de tout ça, hein. Moi, c'était noir, 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 noir. Et, euh, et en fait, ben non, quoi, je suis là, je suis bien là, ça se passe bien. Et en fait, je suis en train de péter tous les scores de ce qu'ils imaginaient, même au-delà. Bon, après, il y a des conséquences, parce qu'évidemment, au milieu, le Covid étant par là, j'ai chopé le Covid. Comme j'avais fait de la radiothérapie sur mes poumons, ça a eu des grosses conséquences sur mes poumons. Donc maintenant, je fais de la kiné respiratoire pour réapprendre à respirer. Enfin bon, il y a encore des conséquences et un quotidien très médicalisé. Un suivi. Enfin, médicalisé, oui et non, mais voilà, on me regarde sur toutes les coutures, mais Mhm. c'est OK dans le sens où je pense qu'en fait, là, ce qui se passe, ça me dépasse et que c'est au-dessus de ce que je suis. En fait, moi, je suis juste un maillon dans cette chaîne et si mon sang, si mes cellules de moelle osseuse peuvent aider à faire avancer la médecine, et puis je suis quand même en vie grâce à eux, hein, faut pas Oui, oui. l'oublier, parce qu'il y a des uluberlus comme moi qui ont dit, bah, on va le faire, on va le tenter, c'est chaud, mais on va le tenter. Bah, évidemment que je me donne à 1000% parce qu'en fait, c'est ma vision, mais je trouve ça très égoïste de dire, bon, ben c'est bon, je suis en vie, allez, alors je me casse.
Puis les autres, vous vous débrouillez, hein. Mais tu restes quand même un des maillons principaux, si ce n'est le maillon principal par rapport à Bon, maintenant, il y a tout d'autres ce personnes, mais processus. oui, on fait partie des patients zéro. Clairement, on fait partie du prémisse du truc. D'autres personnes ont eu cette injection? Oui, alors pas forcément exactement comme la mienne, parce que du coup, c'est Elle a ça été aussi. modifiée? Elle est modifiée parce qu'elle est propre à chaque personne. En fait, Ah on bah oui, base sur le. oui, par rapport à votre séquence ADN. Ouais. Ok. Et bah, il y a eu des morts et il y a eu des réussites. Il y a eu un Donc, peu plus de morts que de réussites. mais j'ai envie de dire, c'était le jeu dès le départ, vous étiez au courant. On le Si... savait, on a signé un consentement éclairé, on savait tout ça. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des réussites. Il y a des réussites. Après, là, on est dans vraiment toute la problématique. C'est pour ça que je m'étale pas sur le sujet parce qu'on est vraiment sur un truc assez touchy, quoi. Mais c'est qu'après, là, on parle de gènes. Oui, Donc, je suis passée en essai thérapeutique. C'est pas du tout validé. C'est passé en essai clinique, quoi, hein, oui, le oui. truc. Donc, essai clinique, on peut faire un peu tout passer, mais c'est pas du tout validé Là, c'est par pas le même cas. une grande partie de la communauté médicale. Scientifique, ouais. Voilà, voilà. Bon, après, il y a d'autres choses à raconter, mais bon, ça va commencer à être long, là. Non, C'est alors long, pas forcément, mais au moins voilà je tenais vraiment à t'interviewer parce que bon, on a eu de nombreuses conversations concernant ta maladie, puisque tu sais que moi c'est un sujet qui n'est absolument pas tabou chez moi. Et que quand tu as commencé à te dévoiler, parce que c'est pas le premier truc que tu racontes, on est bien d'accord, que tu as toujours quand même un peu ce réflexe-là et c'est tout à fait audible et je le comprends totalement parce que il faut se le rappeler, ça ne date que d'il y a un an. Donc, ça reste quand même relativement frais. Mais quand je t'ai fait cette proposition de podcast, tu m'as dit un oui de suite, franc et massif. Et donc, rien que pour ça, je t'en remercie. Et comme je dis, si ce type d'histoire peut servir d'exemple, peut motiver certaines personnes, même, enfin, moi, sincèrement, quand tu m'as raconté ton histoire et de me dire, bah, j'ai programmé ma mort, enfin, je veux dire, on pourrait faire un podcast sur la mort, mais c'est tellement tabou. Et de se dire, mais j'ai programmé ma propre mort, je trouve ça fascinant. Voilà, et que bah, les gens ont pu s'en rendre compte pendant cet épisode. C'est pas que tu es détaché de ça, Pas du tout. mais non, non, c'est pour ça que je tenais vraiment à insister sur ça, c'est que tu n'es pas détaché de ça, mais tu sais que c'est l'histoire de Martine, en fait, que tu viens de raconter. C'est pas forcément ton histoire à toi, c'est l'histoire de Martine qui a cette maladie-là et Martine cohabite avec toi. Et C'est un peu ça. D'ailleurs, je le disais souvent, on est en coloc. Mais c'est un peu ça. Après, pour l'instant, je dis que ça fait encore partie de mon histoire. Et puis, même si je l'ai elle, détestée, cette Martine, mais elle fera toujours partie de ton histoire. complètement. Complètement. Mais même si je l'ai détestée, cette Martine, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans elle. Elle m'a donné une force incroyable, la force de faire un tour d'Europe, un tour du monde, enfin, de faire plein de choses. Là, d'arrêter mon métier passion, parce que c'était vraiment une passion infirmière, pour créer mon métier de rêve. Mhm. Euh, cette passion aussi pour les gens. Euh, Ça m'a permis aussi, ça m'a donné cette force de rencontrer des personnes merveilleuses dont tu fais partie. Voilà quoi, je l'ai détesté, mais je suis aussi maintenant très reconnaissante parce que grâce à elle, je vois la vie autrement. La mort, pour le coup, n'est pas un sujet tabou chez Ah bon. moi. Je vais même pousser le truc à dire que même quand j'étais infirmière en soins palliatifs, j'ai pu trouver la mort belle. Mhm. Quand il y a un bel entourage, quand il y a vraiment de l'amour, quand on est accompagné, quand, euh, quand on a dit tout ce qu'on avait à dire et qu'on part sans regret, il y a une forme de beauté, vraiment. Et sincèrement, je suis trop heureuse d'être en vie, évidemment. Mais grâce à tous ces événements qui peuvent sembler tragiques, j'ai une vision du monde et une vision de la vie qui est, je le dis beaucoup cette phrase, mais je dis c'est OK. Et grâce à Martine et grâce à ce fameux 24 mai, depuis ce 24 mai, depuis le lendemain, il n'y a pas une journée, même si je parle la pire journée du monde, parce que ça arrive, des fois il y a des journées, ça va On est pas. d'accord. Il n'y a pas un moment dans la journée où je me dis pas au moins une fois, eh, mais je suis en vie en fait, putain, c'est génial. Et ça me donne une force. En fait, ouais, et puis même dans mes amitiés,
on est même plus des amis, quoi. On est même avec mon frère. Mon frère, c'est l'opposé de moi. Là, le chemin que je prends, il y comprend rien. Il trouve que je suis une bobo hippie, selon ses mots. Et pourtant, il me soutient à 100%. Et c'est ça l'amour d'ailleurs. C'est Ouais. soutenir même si on n'est pas d'accord avec la personne, mais c'est être là pour elle et la soutenir. Et en fait, bah, je suis apaisée sur toutes mes relations. Je suis, il n'y a pas de mensonge, tout est clair, tout est simple. Enfin, tout est simple. Non, il y a des trucs relous dans la vie, mais je les vois autrement. Oui, voilà, tu les vois autrement et tu relativises beaucoup plus facilement peut-être. Ouais. Bon, à part sur les trucs pratico-pratiques ou quand l'ordinateur plante, ça m'agace. Non, mais là, on est sur du matériel. Ça n'a pas changé. Mais on va dire sur les gros éléments de vie, j'ai un espèce d'apaisement. C'est bon, la faucheuse, je lui ai dit coucou, je lui ai fait un gros doigt d'honneur. Je lui ai dit on se retrouvera plus tard. Et du coup, ça m'a enlevé un espèce de poids, même par rapport à la mort de mon entourage. Là, j'ai perdu mon grand-père il n'y a pas très longtemps. C'était un des hommes que j'admirais le plus. Ben, j'ai pu l'accompagner jusqu'au bout C'est beau. et j'ai pu l'entourer d'amour et j'ai pas vécu ça comme une douleur, quoi. Mhm. Je l'ai accompagné dans son prochain voyage. Donc, malgré tout, Martine, je lui ai jamais trop dit, mais là, j'ai presque envie de lui dire, tu m'as bien fait chier. Mais merci, parce que si j'en suis là aujourd'hui, ben, tu as grandement participé. Et ça, c'est beau. Et d'arriver à ce stade-là de remerciement, et c'est ce que j'explique moi dans la démarche vis-à-vis de la maladie avec des personnes, parce que moi, le remerciement, je l'ai fait également vis-à-vis de ma CEP. Ça a été l'étape ultime d'ailleurs de compréhension du pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade. Et oui, ça a été passé par des phases de combat. Voilà, la guerrière a dû remettre l'armure également. Et il y a eu la phase de pardon vis-à-vis de la maladie. Et la phase ultime, ça a été de la remercier. Mm. Et quand on atteint cette phase-là, bah, c'est la phase ultime. Donc, c'est qu'on a fait la paix avec soi-même. Et ça, c'est énorme. Ah, ma foi, en tout cas, ça soulage. Tu m'étonnes. Je te Voilà. laisse. On arrive à la fin de cet épisode, de ce long épisode, et je vous remercie infiniment d'ailleurs d'avoir pris le temps d'arriver jusque-là. Mais vous avez bien compris qu'en écoutant Héloïse, ben, son histoire est son histoire vraiment atypique et extraordinaire. Je garde vraiment ces termes-là parce que j'ai été vraiment toujours scotchée à chaque fois que tu m'en parles, et encore plus la première fois. Euh, le mot de la fin, la conclusion? Faut que je dise juste un mot. Allez, deux, je t'autorise deux mots. Oh là, non, j'en sais rien. Non. Quoi que Bah, la fin. merci, c'est vraiment le mot qui me revient. Et puis, bah, c'est plus une phrase, c'est on m'avait dit que c'était impossible, mais je l'ai fait. Yes. Voilà. Merci Héloïse pour ce moment. Merci à toi, parce que c'est une première. Donc, merci à toi et merci aux gens qui ont eu la force d'écouter jusqu'au bout. Ce podcast est maintenant terminé. Je tenais à remercier Héloïse pour cet échange en toute intimité et très personnel. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne louper aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur vos différentes plateformes favorites, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.